Mais viens. Mais viens. Je te fais pas peur. T'as pas peur? Ça va, mon bonhomme? Ça va, mon bonhomme? Oui, hein? Oui, t'as pas froid? Mais comment tu fais pour pas avoir froid? Oh, moi, j'ai toujours froid. Oh, j'ai toujours froid. Oh, ce que j'ai froid. Mais c'est normal, parce que je suis vieille, tu sais, hein? Parce que quand on est vieux, on a toujours froid. C'est parce qu'on va mourir, tu sais, hein? Mais les enfants peuvent avoir froid aussi, parce que tu sais, les enfants, ça meurt aussi. Hein? Mais quand on est vieux, on est proche de la mort, c'est pour ça qu'on a froid. Ben voilà, c'est pour ça, tu vois. Oh, tu sais ce que tu pourrais faire? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Tu sais ce qui pourrait me faire plaisir, Manuel? Tu sais ce qui pourrait me faire plaisir? On pourrait faire un petit feu de cheminée, ça serait bien, ça, oui. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vois dans la pièce du fond, la grande pièce du fond, bien sombre, hein? Il y a des petits morceaux de charbon, hein, dans la grosse boîte, là, en bois. Tu vas m'en prendre 10. Attention à la tête! Attends! Mais tu cours comme ça, mais tu cours, il n'y a pas le feu? Pas encore. Hein? Reviens. Hein? Il faudra que tu fasses très attention. Écoute-moi bien. Il faudra que tu fasses très attention. Ne prends que les morceaux du dessus. Tu sais, les petites boules de charbon, on dirait des petites balles de rubis. Ne prends que les morceaux du dessus. Ça, c'est très important. Que les morceaux du dessus. Vas-y, bonhomme. Vas-y. Bon, ça, c'était mon arrière-grand-mère. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me disait de ne prendre que les morceaux du dessus. Pourquoi tu me dis de prendre que les morceaux du dessus? Oh, pourquoi? Tu sais garder les secrets? Ouais, bah ouais. Non, me dis pas oui comme ça. Tu sais garder les secrets? Oui, je sais garder les secrets. Bon, écoute-moi bien, c'est très important. Bon, elle regardait toujours de gauche à droite pour voir s'il y avait quelqu'un dans la pièce. On était dans la salle à manger, il n'y avait qu'elle. Mais ça la rassurait. Et en même temps, ça donnait une sorte d'épreuve, une sorte de rapprochement entre elle et moi. C'était pour elle très important. Tu sais, je t'ai déjà parlé de la guerre. Oui, alors, on parlait tout le temps de la guerre en famille, tout le temps. N'importe quelle fête, le matin, l'après-midi, il faisait beau, il faisait pas beau, il pleuvait, il neigeait. On parlait tout le temps de la guerre. C'était un sujet de conversation. La guerre, ça nous avait marqué. Alors, oui, mais tu m'as parlé de la guerre? Bon, vois-tu, pendant la guerre, nous étions juifs. Bon, nous le sommes toujours, hein, attention. Nous le sommes et nous le resterons. Ne l'oublie pas, hein. Bon. Et vois-tu, les Allemands, les Boches. Quand elle disait le mot Boche, il y avait quelque chose d'assez étonnant. Elle plissait un peu les yeux. Et puis des fois, ça durait 2-3 secondes, son cerveau partait loin, son esprit il voyageait comme ça, il y avait une sorte de haine, il y avait une rancune, il y avait une rancœur. En tout cas, il y avait certainement beaucoup de terreur, quoi. Et là, elle s'arrêtait, elle me disait, oui, les Boches. Tu vois, les Allemands ne nous aimaient pas. Bon, s'ils nous avaient capturés, hein, tu sais ce qui serait passé, hein? On aurait été emmenés et on serait partis dans les camps. Je t'ai déjà parlé des camps. Oui, alors ça, on en parlait tout le temps. S'il y avait bien un sujet à la maison qui revenait tout le temps, c'était les camps. Que ce soit qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige. À table, on parlait tout le temps des camps. On allait faire une promenade dans les bois. Ah, ben ça, les camps. Je ne voyais pas le rapport, mais les camps. On parlait que de ça, des camps. J'avais beaucoup de copains qui connaissaient plein de mots de villes, plein de noms de villes. Lyon, Paris, New York, Chicago. Moi, c'était Buchenwald. C'était le premier mot que je connaissais. D'ailleurs, on le prononçait à la française. Buchenwald. Non, on aurait dû dire Buchenwald. Mais bon, Buchenwald, ça veut côté Buchenwald. Ça veut côté plus fort, plus coup de poing, comme ça. Oui, mais tu m'as parlé des camps, oui. Bon, vois-tu, les Allemands ne nous aimaient pas. Un jour, je me rappelle, c'était un jeudi. J'étais avec ta mère. Bon, ta mère était très jeune, hein, elle était très jeune, elle était dans mes bras, elle pleurait tout le temps, parce que ta mère est toujours comme ça. Mais ça, c'est un autre problème. Bon. Et comme ça, je vaquais comme ça dans la bon, j'étais dans la maison, bon, et j'entends frapper. Bon, qui? J'ouvre la porte, je me dis, c'est quand même pas Pépé. Il travaillait. J'ouvre la porte, et tu sais ce que je vois? Tu sais ce que je vois là, sur le pas de la porte? Je sais pas, un voisin. Mais non, un Boche, hein, avec son casque et sa plaque comme ça. Il me regarde. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, allez, préparez vos affaires et suivez-moi. Oh là là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais vous êtes parti, vous l'avez suivi?
Mais on l'a pas suivi, mais triple buse. Mais si on l'avait suivi, on serait mort, tu serais pas là, hein. Mais ta mère était toute petite, on serait mort. Non, non. Vois-tu, le hasard. J'ai tenté qu'il y ait un hasard, mais je ne pense pas. Pépé l'avait repéré, le Boche. Il l'avait repéré. Alors il n'a rien dit. Il l'a suivi, lentement, silencieusement. Il a attendu que le Boche soit devant notre porte. Il a saisi son couteau, parce que Pépé a toujours un couteau. Ah, il avait toujours un couteau. Il a pris le Boche comme ça sous le menton et schlac, un grand coup dans le cœur. Un coup. Je me demande si c'était pas 2 coups, d'ailleurs. Non, 2 coups. Non, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, quand on aime, on ne compte pas. Et là, pof, le Boche est tombé par terre. Oh, il y avait du sang partout. Oh, c'est très drôle. Et puis, vois-tu, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce Boche? Qu'est-ce qu'on va faire de ce Boche? On ne pouvait pas le ramener à la commandanture et dire aux autres Allemands, on a tué un des vôtres. Oh, tu sais, les Allemands et l'humour juif, ils n'aiment pas trop. Alors nous, on a réfléchi, puis on s'est dit, bon, le problème des corps, c'est que le corps humain, toi, ça pue, un cadavre, ça sent terriblement mauvais. Et Pépé, il avait toujours des bonnes idées. Il a dit, on va le mettre dans le coffre à charbon, complètement en dessous. Parce que bon, le charbon, bah, ça tue l'odeur quand même, hein. Alors bon, on l'a mis là, on a mis nouveau du charbon, comme ça, et puis bon, bah, on s'y est fait, hein, on s'est caché, on revenait. Oh ben il n'a pas bougé, il était mort. Enfin, on pense qu'il n'a pas bougé. Oh ben non. Puis après, bon, la guerre est passée, hein, on a complètement oublié. Oh, puis il est là, des fois je lui parle, tu vois. Et puis bon, bien après, à la libération, bah, c'est sûr que j'aurais pu le dire, hein. Mais bon, Pépé est mort, j'avais d'autres soucis, hein. Oh, puis quelque part, il fait partie de la famille, hein. C'est notre Allemand à nous, hein. C'est notre revanche, hein. Puis, il n'est pas méchant, il est mort. T'as pas peur des morts, quand même, à 6 ans. T'as pas peur des morts, hein. Moi, si d'avoir des morts à 6 ans, bah, tu vas pas aller loin dans la vie, hein. Allez, va, bonhomme. Allez, va me chercher. Il fait froid, là. T'es pénible, comme ça, t'es pénible. Allez, va, bonhomme. Oui, ben, T'es sûr qu'il t'a... Oui, bon. T'es sûr que t'as froid? Oui, j'y vais alors, oui. Le couloir était très très sombre. Je suis arrivé dans la pièce et je voyais ce gros placard en bois avec les petites boules noires. Et c'est vrai qu'on aurait dit des petites boules de rugby. Oui, j'en prends une dizaine. Oui. Mais pourquoi ça m'arrivait à moi, quoi? Pourquoi c'était toujours moi qui faisais les corvées comme ça? Mais moi, je ne connaissais pas ce type, en plus. En plus, elle me dit qu'il n'y avait qu'un Boche. Mais il y en avait peut-être plusieurs, parce que Pépé n'était quand même pas commode, hein. Peut-être qu'il y avait, je sais pas, un bataillon entier de SS. Voilà. Ouais, mais voilà. Mais finalement, j'avais pas de frère, j'avais pas de sœur, j'étais tout seul. Bon. N'aie pas peur. Il est pas méchant. Allez, il est mort. Oui, mais il est mort. Je prenais une première petite boule. En plus, j'avais pas de chance, parce que j'en prenais une, elle tombait toute. Je me suis dit, à un moment, il va y avoir la main qui va ressortir comme dans le film. Non, c'est un effort surhumain. Et à un moment, j'ai même senti que les murs complètement m'écrasaient. On aurait dit qu'ils se rapprochaient. J'entendais presque mes cheveux pousser hors de mon crâne. 2 boules. C'était surhumain. 3 boules, il en fallait 10. Il en fallait encore 7. Oh là là, 4 boules. 5 boules. J'ai une petite main, mais ça tenait. 6 boules. Et au moment de la 6e, mon arrière-grand-mère m'a dit tu le vois pas, le Boche? Ah, ça m'a fait peur. Ah, j'étais complètement perdu dans l'appartement. J'ai dit Mémé, t'es où, Mémé? Ah, Mémé. Et là, j'avais plein de suie, plein de charbon. J'avais mes larmes, j'étais en piteux état. Mon arrière-grand-mère souriait plus ou moins. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et à ce moment-là, ma mère a entendu. Elle est venue parce qu'on habitait juste au-dessus. Elle est venue, elle m'a vu comme ça, elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive, Manuel? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu lui racontes au gosse? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Regarde la tête qu'il fait. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Non, me dis pas que t'as parlé du Boche. Oh, non. J'ai parlé du Boche. Non, j'ai dit, oh, le temps est moche. Mais je n'ai pas parlé du Boche, non, je n'ai vraiment pas parlé du Boche. Ah non. Tu sais, je vais te dire, honnêtement, mais tu vas les rendre fous, les gosses, avec cette histoire. Hein. Que ce soit les fils de Yves ou mon fils, tu vas les rendre fous. Hein. Regarde-le maintenant, regarde-le, il tremble. Là. C'est vraiment pas sympa. Non, c'est vraiment, non, vraiment, je ne comprends pas. Mais où tu vas chercher toutes ces histoires, honnêtement? Où tu vas chercher toutes ces histoires? Vraiment, allez, viens, Manuel, viens, allez, viens. Mais, oui, on viendra pour l'apéro, mais viens, cette bêtise, elle ne peut pas s'en empêcher. Vraiment, franchement, t'es bizarre, hein. Je ne comprenais pas ce que ma mère venait de me dire. Elle me dit, elle disait où elle allait chercher tout ça. Mais il existait, le Boche. Mon arrière-grand-mère n'était pas mythomane. Alors, je suivais ma mère.
Et mon arrière-grand-mère me regardait comme ça, en partant. Elle m'a fait un petit signe de la main. Viens voir. Oui, je suis venu, j'ai prétexté que j'avais oublié des billes, des petits soldats. Elle m'a regardé, elle fait, tu sais, c'est ta mère. Elle a beaucoup souffert, alors toi, des fois, elle ne peut pas tout savoir. Mais le boss, je te jure qu'il existe. Attention, hein, je t'ai dit que c'était un secret. Ça, c'est un secret entre toi et moi. Si quelqu'un l'apprenait, ça se passerait très mal. Alors regarde-moi, Manuel, regarde-moi. C'est un secret, hein? Achtung! Achtung! J'avais beaucoup de camarades qui connaissaient plein de mots étrangers, chewing-gum, cowboy, etc. Moi, je crois que le premier mot de ma langue étrangère que j'ai pu apprendre, en tout cas, était le mot Achtung. C'est là que je me suis dit que mon enfance commençait véritablement très très mal. Ouais. Achtung, c'est quand même pas terrible. Ouais, Achtung, ouais. Alors là, je vais te dire une chose. Le bougnoul, là, il était dans la baraque, le bougnoul. Alors je lui ai dit, hey, écoute, tu vas pas commencer à nous faire chier avec tes conneries. On sait que tu es dans la baraque, on t'a suivi, on t'a suivi. Alors tu vas ouvrir la porte parce qu'on sait que tu sais où sont les munitions avec les armes. Alors tu vas ouvrir cette putain de porte parce que je te jure, si tu le fais pas, mais on la défonce ta porte parce qu'on est des parachutistes, on n'est pas venus ici pour faire de la couture. T'as compris ça, hein? Alors tu l'ouvres cette putain de porte, ça va prix de bougnoul. Bon, ce personnage assez poétique était mon père. Mon père, c'était toujours un mystère. Je ne sais pas qui il était. J'ai jamais su, et même encore maintenant, je me demande qui il est vraiment. Un mystère parce que je ne le voyais jamais, ou peu. Mon père ne disait jamais le moment où il allait venir nous voir. Alors, des fois, c'était une fois par semaine, puis après, c'est passé une fois par mois, après, c'est passé une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, des fois une fois tous les 3 ans, mais jamais, on ne savait pas. Il y avait ce côté étonnant, par contre. Quand il arrivait, il était toujours joyeux. Il posait son sac devant la porte. Il regardait la maison, voir les choses qui avaient changé, de place. T'as grandi, logique, hein, mais pas vu depuis 6 mois. C'est tout ce qu'il me disait d'ailleurs. Et moi, c'était mon père, quoi. Quelque part, j'étais un petit peu attiré par lui, quoi. Et je me disais qu'il était mystérieux, ce type. Qu'est-ce qu'il faisait? Et je regardais toujours son sac. On va dire, le mot sac n'est pas juste, je dois dire son barda. Parce qu'il le laissait devant la porte, mais le sac n'était jamais complètement fermé. Et je le regardais, je me demandais ce qu'il cachait là-dedans. Des mystères. Je me disais, il y a des mystères, il y a des secrets. Je ne pense pas que les militaires de carrière soient des gens très mystérieux. Ça va être uniquement des vieilles paires de chaussettes ou des magazines plus ou moins porno. Mais il m'intriguait. Mais ce que j'aimais chez lui, c'était un rituel. Quand il arrivait, il fallait déjà que moi, je me fasse à l'avenue d'un autre homme dans la maison, avec d'autres odeurs, de tabac, une voix d'homme, une autre voix d'homme, des bouteilles, des formes différentes. Pastis, mon père adorait le pastis, mais ça le rendait nerveux. Mais il adorait le pastis. Le 51, ça le rendait nerveux. Ça lui rappelait son numéro de régiment. Mon père, il aimait ça. C'était des rituels. Or, on buvait l'apéro, et surtout le dimanche. Quand c'était le dimanche, on allait manger chez sa mère. Ah, la sorcière. Ma grand-mère paternelle, on l'appelait la sorcière parce qu'elle jetait des sorts, mais vraiment, et ça fonctionnait visiblement. Mais c'était toujours un rituel bien précis, tout était mécanique, on faisait les mêmes choses, peu importe si on ne s'était pas vu depuis 6 mois, c'était toujours les mêmes choses. On arrivait vers les 11h, 11h30, on sonnait, on s'essuyait les pieds, toujours, c'est très important. On arrivait, on s'embrassait, bonjour, tu vas bien, oui, 6 mois, 3 mois seulement, oui, c'est merveilleux. Et là, on mangeait dans la salle à manger, tout était prêt, alors tout était prêt, mais c'était toujours pareil. On mangeait. Toujours les fenêtres étaient ouvertes, devant le périphérique, porte de Clichy. Oh, quel paysage, quel paysage. La table était bien mise, nappe blanche, des grandes assiettes blanches, avec des motifs, des oiseaux bleus, et des couverts en argent, très très lourd pour les mains d'un enfant. Une salière et une poivrière, encastrées l'une dans l'autre. On les retournait, c'était marqué « offert par le catalogue Quel ». C'était bien. J'avais ce côté magique, catalogue Quel, je pensais que c'était une très belle femme. Il y avait le vinaigrier, un petit récipient qui était ébréché d'huile, une huile plus ou moins jaune avec un dépôt. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une petite... puis il y avait le beurrier, ça c'était très important, parce qu'il y avait le beurrier pour les radis. Parce que ma grand-mère paternelle était une spécialiste pour le radis. Elle en trouvait tout le temps, peu importe la saison, il y avait toujours des radis, je ne sais pas pourquoi. Et le beurrier, pour le beurre à radis, était impeccable, intact. Il était présentable. Oh, on ne l'avait pas entamé. C'était le beurrier à radis.
Hein. Après, oui, mais pas maintenant. Maintenant, on le regarde, quasiment, on prend en photo. C'est le beurrier radis. Hein. Alors, on avait une technique, comme beaucoup de gens d'ailleurs, pour manger les radis. On le coupe comme ça en 4. Et quand on est enfant avec un couteau très lourd, je trouve que le radis, on l'éventre. Donc on ne peut plus mettre le beurre, donc on en prend un deuxième. Et à la fin, j'avais 15 radis morts dans mon assiette. J'en avais pas mangé un seul. Donc, je disais, oh mince. Mais en tout cas, c'était bien. Il fallait ça. Le sel, le beurrier et tout. Alors, je regardais. Mais c'est vrai que j'étais content. Hein. Tout était à la même place. Et c'est vrai qu'on aurait pu prendre une photo, et puis on aurait mangé au restaurant. Ça nous aurait suffi. Hein. Le rituel était respecté. Non. Il fallait toujours aller plus loin. On prenait l'apéro. Ah, ça j'adorais, prendre l'apéro. J'aime bien ce mot, apéro. Il y a un côté sympa. On va prendre un petit pastis ou un petit whisky. C'est pas des petits en plus, c'est un mensonge. Hein. Mais c'est à ce côté, on est un peu moins bourré parce qu'on a bu plusieurs petits pastis. Voilà, c'est hypocrisie. Alors, oui, moi j'avais le droit à ma limonade ou du sirop grenadine et on avait des pailles. À l'époque, il n'y avait pas les pailles coudées dans les années 60, hein, c'est les pailles droites comme ça. Et moi, je soufflais dedans, ça fait ça énerve les adultes. Hein. Paf, arrête. Aïe, aïe. Hein. Et puis il y avait les biscuits apéro, les petits biscuits apéro. Ma grand-mère avait une boîte en métal au-dessus de l'armoire, avec un motif, 2 bretonnes derrière un phare. C'était très laid. Hein. Ah, mais elle aimait bien sa boîte. Hein. Elle l'ouvrait comme ça, et il y avait différents biscuits, mais je me souvenais toujours de ces petits biscuits carrés avec des petits grains de sésame. Il y avait une chose assez étonnante, parce que les biscuits apéro étaient toujours mous et les radis trop durs. Et je me dis, il y a quand même une injustice dans ce monde, pourquoi c'était jamais le contraire? Ah, on trouve des injustices quand on est enfant, c'est fou comme ça. Et j'en mangeais pas trop, parce qu'on me disait toujours, tu te gaves, tu ne vas rien manger après. Ah, c'était dommage. C'était dommage parce que c'était c'est du gigot avec des pommes de terre sautées à l'ail. On n'aura pas bonne haleine, mais c'est pas grave. Hein. On se voit une fois tous les 6 mois, on peut se pardonner. Hein. Ah, c'était bien. Et là, on commençait, on passait à table, avec la serviette, le rond de serviette. Moi, je voulais pas le verre. Je disais déjà, ça porte malheur, c'est fou quand même. Hein. J'avais mon rond de serviette, puis on passait à table. Et c'est là qu'on réalise, quand on est enfant, que l'adulte est profondément égoïste. Parce que c'est chiant, les adultes à table. Hein. Et ils parlent. Et il parle, et c'est long, parce que nous on a mangé très très vite, mais il y a une sorte de sadisme chez l'adulte, hein, pour prendre son temps. Il coupe le morceau de viande, il le porte à la bouche, on se dit, tant mieux, un morceau de moins. Et au moment où il va le manger, au fait, j'ai pas dit, et ça recommence, oh là là. Moi j'en avais marre, je disais, maman, je peux sortir de table? Ah non. Là, il y a la viande, la purée, les pommes de terre, après il y aura la salade, le fromage et après les gâteaux. Tu sortiras une fois que tu auras mangé les gâteaux. Ah bon. Non, je m'occupais comme je voulais, je faisais des batailles de soldats avec les doigts comme ça. Pan, pan. Bon, après ça m'ennuyait très vite. Je dessinais des cartes de France dans la purée, avec la viande, la sauce, je disais que c'était des fleuves. Bon, j'avais refait un petit peu la géographie de la France, hein. Je ne sais plus vraiment où était la Seine, mais ça m'amusait, quoi. Puis je les écoutais. Je partais loin, très très loin. En plus, je savais de quoi ils parlaient. C'était toujours la guerre, toujours comme ça, toujours la guerre. Bien sûr, bon, on commençait forcément par la Seconde Guerre mondiale, hein, avec la Shoah, la déportation, les camps, l'éternel sujet, les gens qui étaient revenus, l'hôtel Lutetia. Puis après, on évoluait. La guerre d'Indochine, mon grand-père, mon paternel qui était mort, à peine je suis né, il est mort, mais c'est la guerre d'Indochine. Mon grand-père, ce héros, qui est resté pendant 2 heures dans une rivière à respirer avec un bout de jonc comme ça, hein, pendant que les patrouilles viettes le cherchaient partout. 2 heures avec un bout de jonc comme ça. Merveilleux. Moi, je soufflais 10 secondes dans une paille. Hein, et je me prenais 2 baffes, et lui, pendant 2 heures, rien. Je disais quand même, il y a une sacrée injustice quand même. Hein. Là, vraiment... Puis après, l'Algérie. Ah, l'Algérie, c'était autre chose. Hein. Mon père, quand il parlait de l'Algérie, il allait loin, il repartait loin. En plus, c'était chronologiquement, on comprenait la guerre d'Algérie. Hein. On commençait déjà par, qu'est-ce qui a déclenché l'Algérie? Et puis après, les victimes, hein, les copains, les voisins, le fils du concierge, qui était mort, en embuscade dans les gorges de Palestro, une balle en pleine tête. L'une des premières balles tirées, c'est lui qui se l'est pris. Et quand on est gosse, on se dit, tiens, une balle en pleine tête. Bon, je voyais les westerns, on voit, type, il tombe, hop, petit trou dans la tête, hop, il est mort. Même pas de trou dans la tête, il fait, ah, boum, il est mort. Et je dis, ah, il est mort comme ça, ah. Et mon père, mais t'as rien compris, hein.
Mais non, j'étais dans la Jeep. Oh, le crâne a explosé, on avait de la cervelle partout, on a mis à dégueuler, tu m'en trouves. Oh, bon, très bien. Oui, ben non, je connaissais pas la guerre, quoi. Et mon père, quand il parlait de l'Algérie, c'est vrai qu'il y a un coup, c'était... ça l'enveloppait. Et d'un coup, il n'était plus là, dans le 17e, porte de Clichy. Non. Il repartait là-bas en mission, dans les gorges de Palestro, là, dans les Aurès. Il repartait là-bas, hein. Ça y est. Hein. Et là, il ne pouvait pas s'en empêcher, il avait peur. Parce qu'il était en mission, il avait peur. Mais alors, tout l'aidait. La baguette, ça devenait un FM. Hein. Il regardait. Il y avait peut-être un Félouz derrière le frigo. Bon, on le laissait faire. Il picolait pas mal. Il n'avait pas le vin méchant, mais il picolait pas mal. Mais des fois, sa grande crainte, c'était de tomber par terre. Quand tu es un peu bourré, tu peux tomber par terre. Donc, tout le monde se serait foutu de sa gueule. Donc, non. Alors, il était toujours très proche de la chaise, racontait son récit. Et quand il sentait tout d'un coup que, hop, il allait tomber, hop, il se rasseyait, il fait « Je remonte dans la Jeep et la vapeur d'alcool descendait. Et après, on est reparti avec les types. Et là, il me parlait de ce type-là, ce bougnoul. Je ne comprenais pas ce que c'était que ce mot bougnoul. J'ai longtemps pensé que le mot bougnoul, c'était une région d'Algérie, la bougnoulerie. Puis après, il m'a dit raton, et j'ai bien compris ce que ça voulait dire, quoi. Et le bougnoul, tu vois, Manuel. Le bougnoul, il savait où étaient les armes. Et moi, tu vois, on me le fait pas, moi. Alors j'étais là avec le FM. Moi, je lui ai dit, bon, allez, dégage, on arrive maintenant. Ah, tu commences à me faire chier, on arrive. Et là, j'ai tiré comme ça, à travers la porte, comme ça, toi. Hein, comme ça, hein, un trait comme ça. Bon. Mais tu vois, ce con, mais qu'ils sont cons, ces ratons, putain, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons. Il s'est foutu derrière la porte. Mais qu'est-ce qu'il pouvait être con. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il était derrière la porte, j'allais lui casser la porte, putain. Alors, je fous un coup de latte, et qu'est-ce que je vois? C'est ce que je vois? Je vois le raton, comme ça, qui est en train de pleurer, comme ça, avec son bras. Putain, il avait un bras, je te jure. Ah, les FM, hein, pas les couturiers. Sur le bras, il était quasiment arraché, et juste quelques tendons avec l'os, comme ça. Et il y avait son petit gamin, 15-16 ans. Ah, les petits bougnoules, c'était les pires, parce que toi, eux, c'est eux, la mauvaise graine, toi. Il pleurait dans les bras de son père, comme ça, il parlait en raton, il devait se dire des trucs comme ça. Là, je l'ai regardé, le bougnoul, je lui ai dit, parce que moi, je suis comme ça, moi, faut pas me faire chier. Je lui ai dit, écoute, on sait que tu as les armes, on sait que tu connais les caches, tu vas pas commencer à nous gonfler. Alors, tu vois, tu vas parler maintenant. Et si tu ne nous parles pas, tu vois, les couilles de ton gamin, on lui coupe aussi, comme ça. Et crois-moi qu'il a parlé. Je comprenais pas trop ce qu'il venait de me dire, quoi. Il venait de me raconter qu'il avait tiré à travers la porte. Le type était derrière, il avait son bras arraché, qui tenait avec du tendon, des os. À un moment, j'ai regardé le plat du gigot, et je croyais que j'allais vomir tout de suite. Ma mère est arrivée avec le fromage, des fromages de pâte cuite sur un morceau de bois avec des fausses feuilles de vigne en plastique vert. Tout était triste. Le fromage devait s'emmerder autant que moi. Il me dit, tu veux un peu de fromage? Non. Mon père rigolait. Et en même temps, il me disait à nouveau que le gamin qui avait 14-15 ans était dans les bras de son père en train de pleurer. Il le serrait très fort, ils se parlaient, ils s'embrassaient. Et moi, je n'avais jamais vécu ça, moi. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire de pleurer dans les bras de mon père, d'être embrassé par mon père, de l'embrasser. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça. Je ne savais pas, quoi. Et quelque part, ce gamin, c'était un héros pour moi. C'était un héros. Et je repensais à ce que mon arrière-grand-mère m'avait raconté des heures entières sur l'allemand. Elle avait un discours très simple. L'allemand, c'est celui qui occupe, c'est le méchant. Nous, on était le persécuté, on était l'occupé, c'est le gentil. Mais en Algérie, le problème, c'est... l'allemand, c'était qui, là? C'était quand même très compliqué, quoi. Là, alors bien sûr, chez les gentils, il y avait peut-être des exceptions, puis chez les salauds aussi. Mais là, en tout cas, ce gamin, j'imaginais dans les bras de son père, là. J'imaginais noyé dans le sang, là. Et tous les deux, là, unis par les larmes et le combat, là. Je le voyais, ce gosse. Et quelque part, je l'admirais. Mon père m'a regardé, il a vu que j'étais complètement parti loin. Il m'a regardé. Il s'est marré, il me dit, alors, petit boudin? Mon père m'appelait toujours petit boudin. Il me dit, alors, petit... Pourtant, on n'en mange pas. Il me dit, alors, petit boudin? Et il me dit, ça te fait marrer, là, ce que je raconte, ça? T'es ailleurs, là, t'es ailleurs. Dis-moi, on parle jamais, toi. On parle jamais, toi et moi. Dis-moi, bonhomme, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Allez, dis-moi, hein? Ah, t'es grand maintenant, hein? T'es grand. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Allez, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Un métier d'homme, là, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je repensais à tout ce que m'avait dit mon arrière-grand-mère, tout ce qu'il m'avait raconté.
j'ai regardé mon père et je repensais à ce gamin qui pleurait dans les bras de son père. J'ai regardé mon père et je lui ai dit, oh, plus tard, papa, plus tard, je veux être bougnoule. Mon père n'a rien dit. Il m'a regardé. Et là, j'ai tout de suite compris qu'entre lui et moi, la communication allait vraiment être très, très, très difficile. Ouais, c'était mal barré. Mais donc je vais me mettre là. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait, non. Ah, même quand on s'assoit. Pardon. 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 Oui, c'est. Parce que des fois. Non. Voilà. Maintenant. Je me suis ennuyé à l'école, mais d'une force incroyable. En plus, mon père, qui ne me voyait jamais, avait dit, s'il veut faire des études, il faut qu'il aille dans une école catholique. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, papa, avec nos origines. Tu iras dans une école catholique, c'est tout. Là, au moins, tu travailleras. En plus, j'ai pas de chance, parce que je suis né en mars, le 6 mars. Bon. Et quand on est né en mars, on arrive dans des classes où soit on est trop intelligent, soit on est véritablement en retard. Alors, la première classe que j'ai faite, forcément, j'étais un génie. Hein. Les élèves avaient au moins une bonne année, en tout cas 8-10 mois de moins que moi. Alors moi je savais, j'étais le roi, on posait une question, je levais la main, je savais répondre, je savais déjà lire. À 5 ans, je savais déjà lire. Ça peut paraître étonnant, mais je savais déjà lire grâce à mon arrière-grand-mère qui m'avait appris pas mal de mots, pas mal de lettres, SS, Waffen, Gestapo, commandanture. J'avais quand même un vocabulaire assez nourri quand même. Puis après ils ont dit, oh là là, mais ce gamin, c'est un génie, on va le mettre dans la classe supérieure. Je suis arrivé comme ça, très fier, et là j'ai vu que j'étais cancre. J'ai vu que les autres étaient beaucoup plus intelligents que moi. Et il y a un côté fou, je pense, d'un coup ça m'a énormément vexé, vraiment. Et je me suis dit, mais non, ça ne m'intéresse pas en fin de compte. Quitte à faire quelque chose, je ne devais rien faire. C'est difficile de ne rien faire. Donc, de toute façon, je n'arriverai jamais à leur niveau. Donc, j'ai décidé d'être un bonnet d'âne volontaire. Je faisais le piquet de grève scolaire. Et je savais que j'en avais encore pour pas mal d'années. Eh ben oui, je suis têtu. Eh ben, je ferai la grève tout. Puis, de toute façon, il n'y a rien qui m'intéressait dans l'école. Je trouvais que l'école, ça sentait mauvais. Voilà, les odeurs, ça sentait mauvais. Quand on arrivait, les classes étaient trop propres, avec ces trousses. Ces cartables qui sentaient le cuir neuf, ça j'aimais pas. On ouvrait la trousse avec cette petite, c'est pas une serrure, cette petite planche comme ça, on la dépliait, puis tout était bien rangé, hein. Les crayons de couleur, du plus foncé au plus clair, toutes les mines bien taillées, hein. Hop, on piquait, ça faisait mal, le stylo, la petite gomme, rouge et bleu pour l'encre. Bon, le compas, ça c'était hyper dangereux, et puis surtout des instruments comme le rapporteur. Quel vilain mot quand même, hein. Le rapporteur. Non, ça n'allait pas. Non, il y a une chose que j'aimais bien, c'était le pot de colle. Ces petites pots de colle, ces odeurs de pâte d'amande. Hein. On les ouvrait comme ça, ils étaient toujours en plastique. Le bouchon était strié, on l'ouvrait comme ça, un petit peu difficilement au début. Il y avait une petite palette en son centre, une sorte de petite palette blanche comme ça. Ça sentait bon. On partait loin en voyage. Hein. Et puis alors, ça servait, ça servait par exemple pour coller des feuilles. Mais moi, il se trouve que je n'étais pas très très doué. Je ne suis pas Manuel. Je me suis toujours demandé pourquoi mes parents m'avaient appelé Manuel, parce que je ne le suis vraiment pas. Vraiment, il y a des choses que je ne comprenais pas. Alors, je devais par exemple coller deux feuilles. Alors, je mettais trop de colle, alors ça faisait une boule. Alors, comme je voyais que ça faisait une boule, donc j'écrasais, ce qui fait que la colle débordait sur les autres feuilles et tout mon cahier était collé. Donc, c'était horrible. C'est pas très grave, j'avais décidé de ne rien faire. Mais si j'avais voulu travailler, de toute façon, j'aurais pas pu. Et puis il y avait un protège, les fameux protèges cahiers, avec son nom, une petite encoche, on mettait son nom, son prénom, sa classe, comme ça, petit titre de propriété déjà, hein, c'est important. Et un plastique très dur avec des couleurs folles, orange, verte, violette, avec des ronds tout à fait psychédéliques avant l'heure. Moi, je le découpais, j'en faisais des chewing-gums. Il fallait pas l'avaler parce que sinon on risquait l'appendicite, qui était pour moi pire que la mort. Non, ouais, et des heures entières comme ça, ça m'occupait. Non, de toute façon, ça ne m'intéressait pas. Il n'y a rien qui m'intéressait. Rien. Et bon, faire les problèmes, ça ne m'intéressait pas. Moi, je suis au fond de la classe, je lui disais, je veux la paix. Et je ne faisais rien, avec une capacité incroyable.
Ah, j'attendais. Tout est un spectacle, une mouche qui passe, un bruit dehors, le bruit de la liberté. J'entendais une voiture, elle est libre, pas moi. J'ai déjà le sentiment de la liberté. Le problème, c'est que tous les lundis matins, il y avait un petit faillot désigné par l'institutrice, la maîtresse. Quel mot faux. L'institutrice, jamais moi bien sûr, qui ramassait tous les cahiers de chaque élève pour voir s'ils avaient bien fait leur devoir, que je n'avais bien sûr pas fait, parce que si je n'avais pas travaillé à l'école, je n'avais pas travaillé chez moi, c'est logique. Ça aurait été complètement absurde, quitte à ne rien faire, autant le faire partout, voilà. Et donc il venait vers moi, et à chaque fois il me disait « ton cahier ». Et c'est vrai que j'imposais pas comme ça. Mais à l'époque j'étais déjà fou de cinéma, et j'étais assez fan d'Humphrey Bogart. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué chez Humphrey Bogart, c'est que quand il y avait des ennemis en face de lui, des types assez forts, parce que Humphrey Bogart, c'était quand même pas une armoire à glace, quand même. Il fonctionnait au regard. Il plissait les yeux comme ça. Ces types étaient vraiment des molosses, boxeurs, chapeau et tout. Il les regardait comme ça, puis il faisait juste Et les types en face se débilaient complètement. Je me disais, si ça marche sur Bogart, je vois pas pourquoi ça marchera pas sur Pratt. Ça se termine quasiment pareil, ça va marcher. Donc il arrivait à ma hauteur, il me disait, t'as ton cahier Forcément, ne connaissant pas Bogart, il pensait que... Je sais pas, que j'avais mal à la gorge ou... Mais non, j'insistais comme ça. Puis il disait, ce type ne devait pas être très net. Donc il s'en allait comme ça, et je le suivais du regard jusqu'au bureau comme ça. Il se retournait comme ça, je disais... Et j'avais une paix royale, pendant une semaine. Une semaine, ça durait une semaine. Mais je ne faisais rien, ça ne m'intéressait pas, les problèmes. Les problèmes, le mot est merveilleux. On donne aux enfants des problèmes. Comme s'ils ne vont pas déjà suffisamment en avoir plus tard dans leur vie, il faut leur donner déjà les problèmes étant enfants. Alors, un robinet fuit. Toutes les 3 secondes, une goutte d'eau tombe. En sachant que l'évier bouché peut contenir X gouttes et que... En combien de temps? Mais je m'en foutais. Mais je me disais, mais quel est le crétin qui n'a pas su fermer le robinet alors que l'Afrique n'a pas d'eau? Mais je m'en foutais. Je mettais je ne sais pas où, je mettais rien. De toute façon, je ne prenais pas mon cahier comme ça. Il n'y avait rien qui m'intéressait, rien. Enfin, rien. Non, ce serait faux de dire qu'il n'y avait rien, parce qu'il y avait une chose qui m'intéressait, c'était la venue du curé. Du curé de la paroisse, il venait une fois par mois, le vendredi. Moi, je l'aimais bien. Il était différent des autres frères. Les autres frères, je ne les aimais pas trop. Surtout le frère André, qui était le prof de gym. Il était très particulier. Une jeune trentaine, des cheveux très courts, coupés en brosse, survêtement bleu. Il nous faisait courir dans le préau, comme ça, en rond. Il nous faisait comme ça, « Allez, on court! Allez, on court! Allez, on court !» On faisait que ça. Bon, allez, on court! Allez, on court! Il nous faisait toujours cette merveilleuse expression. Il nous disait, « Allez, pour courir, allez, sortez bien! Sortez les poumons !» Mais je dis, mais ce type est fou. Je vais quand même pas sortir mes poumons. Mais comment voulez-vous que je sorte mes poumons? Comme je vais pas me mettre la main dans la bouche, je vais sortir mes poumons, puis courir avec mes poumons. Je dis, ce type est un malade. Et on courait comme ça. Et ce qui était fou, c'est que le frère André, c'est un petit peu comme mon père. J'avais toujours l'impression d'être un hologramme. Mon père, quand il était dans la maison, je passais devant lui, comme ça, je chantonnais. Il me voyait pas. Des fois, j'arrivais comme ça, j'essayais de le jabber comme ça. Non, il ne me voyait pas. Je le punchais un peu, il ne me voyait pas. Il me disait, frère André, c'est pareil, je courais très bien. Bon, simplement, je n'avais pas mes poumons dans les mains, mais il ne me voyait pas. Il ne me voyait pas. Par contre, il voyait plein d'autres élèves, mais moi, il ne me voyait pas. Il était bizarre. Il était méticuleux, ouais, c'est ça. C'était un type qui était méticuleux. Ouais. Je pense que l'adjectif qui correspondrait parfaitement, c'est ce côté méticuleux. Et d'ailleurs, il voulait très bien que nous ne prenions pas froid. Au mois d'avril, on se changeait dans la cour. D'ailleurs, souvent, il rhabillait quelques élèves. Il leur mettait le pull, le t-shirt dans le pantalon, bien précisément, tranquillement. C'est vrai qu'il prenait du temps. Il enfermait les yeux. Je me disais qu'il devait avoir des doigts au bout des yeux pour être aussi précis comme ça. Une petite tape sur les fesses? Non, merci. C'est bizarre. Mais c'est une époque où on n'en parlait pas trop, quoi. Non, le curé de la paroisse, lui, c'était pas du tout ce style. Non. Lui, non. Pas de survêtement, non. Non, puis lui, il était vraiment différent. Il arrivait donc un costume noir. Il était très, on aurait dit un curé des années 50. On aurait dit qu'il était contre le progrès. Il était parti d'un principe simple, le progrès tue. Je ne veux pas mourir, je suis contre le progrès, je resterai vivant. Costume gris,
petit col roulé, toujours un col roulé, en lycra sans doute, gris, des lunettes, monture sécurité sociale. Hein, et il arrivait toujours avec une sorte de... C'était pas un attaché-caisse, mais qui tenait toujours à cette hauteur-là. Je n'ai jamais su pourquoi il ne le tenait pas comme ça, mais il tenait toujours comme ça. Est-ce qu'il peur des flaques, je ne sais pas, comme ça. Marchait comme ça, très droit, comme ça. Bonjour les enfants, plissait les yeux. Bonjour les enfants, adorable. Et ce qui était bien chez lui, c'est que, étonnamment, alors que certains frères faisaient vraiment la différence, lui, on était tous égaux. On était tous des enfants, peu importe. Il n'y avait pas tellement de musulmans, il devait y en avoir un ou deux. Des juifs, je devais être sans doute le seul, en tout cas de la classe, ça c'est sûr. Mais ils s'en fichaient. On était tous ses enfants. Voilà. Une fois, il me l'avait dit, il m'avait dit, mais je sais que tu es juif, mais tu sais, c'est pas. Mais et alors? Et alors? Et alors? Il y a des enfants riches et des enfants pauvres, tu es juif, et alors? Nous sommes tous, tu es le fils d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Et ça m'avait énervé parce que mon père s'appelait Jacques. Et je me dis, mais pourquoi? Et non, il se trompe. Qui est cet Abraham? Il faudrait que j'en parle à ma mère. Et donc il y avait une sorte de joie. Et surtout, c'était l'occupation. C'était génial. C'était qu'on avait une séance, non pas de cinéma, mais on avait une séance de diapositives. On avait toujours des grandes armoires en fer. J'ai toujours été marqué par les armoires. Il y avait des grandes armoires en fer. Il avait un appareil à diapositive, on aurait dit une sorte de... Alors, c'est les diapositives qu'elle mettait comme les chargeurs des mitraillettes Thompson dans les films à Bogart, hein, les chargeurs comme ça, on appelait les chargeurs camembert dans les mitraillettes. Ben là, c'était un petit peu pareil. Il le mettait sur une chaise, il mettait 2 annuaires et un dictionnaire sur le pied de la chaise, comme ça, c'était bien droit, comme ça. Ah, il calait. On mettait un drap blanc sur le tableau, voilà, comme ça. Et là, il réglait la netteté. Il y a toujours un cheveu, souvent, en plein milieu. Un cheveu, un poil, on ne sait pas, des poussières, comme ça. Et là, il y avait le fil qui permettait une sorte de télécommande, encore à fil à l'époque, qui passait d'une diapositive à l'autre. Il avait une manie qui m'a toujours fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'il passait d'une diapositive à l'autre, il appuyait et en même temps, il levait les pieds. Ça aidait sans doute la diapositive. Diapositive numéro 7. Jésus arrive. Et moi, j'étais fasciné. Parce que les dessins, il n'y avait pas d'effets, c'était vraiment les couleurs primaires, c'était de l'aplat, vraiment, avec la légende en dessous. Mais c'était du cinéma, quoi. Et moi, je n'avais pas la télé à l'époque. Je regardais ça, j'étais... Puis Jésus, quoi. Jésus, c'était fascinant, quand même. La vie de Jésus, j'étais fasciné. Et je me rappelle, j'avais une préférence pour la diapositive numéro 11. Il nous avait dit, diapositive, Jésus arrive au mont des Oliviers. Alors ça, là, le mont des Oliviers. Oh là là. Cet homme barbu, jeune, sur cet âne, que tout le monde regardait. Les femmes regardaient Jésus avec une certaine une envie, un désir quelque part. Les hommes le regardaient avec une sorte de jalousie. Là aussi, d'envie, mais de jalousie. Et les enfants avec admiration, alors qu'il était sur un âne. Parce que moi, à 6 ans, on m'a obligé de faire un tour en poney. Au poney, c'était square de Clichy, des Batignolles exactement. Et ce crétin de poney, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fait une sorte de ruade, il s'est mis à galoper, j'ai hurlé pendant 2 heures, et tout le monde après s'est foutu de moi. Alors, et en plus, le moniteur m'avait dit, la prochaine fois, on te donnera un bourricot, on te donnera un âne. Bon, la punition suprême. Et là, lui, Jésus, il est sur un âne et tout le monde l'envie. Vraiment... Voilà, vraiment, je trouve vraiment, c'est l'idole. Et d'ailleurs, j'avais dit, j'aime bien cette diapositive. Hein. Il était intrigué. Il était venu me voir après, il m'avait dit, mais t'es secret, hein, toi, t'es secret. Dis-moi, on n'a jamais parlé ensemble. Je te fais pas peur? Bon, normal. Tu veux faire quoi plus tard? Tu te dis rien? T'es fils unique, tu dis rien, t'as pas de copains ici? T'aimes pas le football, ça t'intéresse pas? Tu joues pas avec les autres? Aux 4 coins? Tu joues pas aux 4 coins? Ouais, mais tout seul, c'est sûr que c'est pas facile. Hein? Mais je sais pas, tu veux faire quoi plus tard? Et je l'avais regardé, je lui ai dit, on l'appelait mon père, je trouve c'est toujours très drôle. Mon père, j'aimerais bien être Jésus. Tu veux être Jésus? Oui. Mais tu sais, oui, pourquoi pas? Enfin, tu sais que
tu aimes les dessins, il y a des dessins que je ne montre pas, parce que tu sais que Jésus a eu une mort terrible. Tu sais que Jésus a beaucoup souffert. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, Jésus a été trahi. J'en pensais au gamin avec Bogart. Oui. Et Jésus, on l'a fouetté. On l'a fouetté. On l'a amené au Golgotha. C'est lui qui a porté la croix. Tu sais, c'est lui qui a porté la croix. Il a monté. Plusieurs fois, il a chuté. Et après, on l'a cloué sur la croix. 2 clous, là, dans les mains. Et ici, au niveau des pieds. C'est jamais dans le pied. C'est toujours ici. Parce que sinon, il serait effondré. Ici, là. Et là, au moment, il a soif, on lui a donné de l'eau avec du vinaigre. Et en plus, on lui a donné un coup de lance, ici. Et de l'eau est sortie. Mais tu sais, là, j'étais beaucoup plus refroidi. Mais tu sais, Jésus, il a ressuscité. Il est revenu voir ses apôtres et ses disciples. Il leur a parlé. Et il y avait une chose merveilleuse. Il n'y avait pas de traces. Pas de traces sur lui. Tu vois, Jésus, c'est ça. C'est ça, le Fils de Dieu. C'est pas autre chose. On peut te dire beaucoup de choses. Bien sûr, c'est de l'amour. Mais quand Jésus est revenu, rien. Pas de traces. Ça m'avait marqué. Parce que moi, quand je tombais par terre, c'était toujours sur les genoux, et je mettais 3 semaines à faire une croûte. Et j'étais très impatient, et souvent, la croûte, je l'arrachais avant, et souvent, on la mangeait quand on est enfant. C'est le goûter de l'enfant pauvre. Et lui, on le perce, etc. On lui cloue les mains, et pas une marque. Alors là, forcément, je veux être Jésus. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oui, mais si 3 jours après, il n'y a rien, je veux être Jésus. Il est parti, en souriant. Puis après, j'ai réfléchi. Je me disais, mais Jésus, je suis juif, en plus, je veux être bougnoul. Mais comment je vais faire pour coïncider ça? Oh là là, mais comment je vais faire? Oh non, ce ne sera pas possible. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. J'adore ça. J'adore les cantiques. Alors, il y a 2 choses quand j'étais gosse, vers les 10 ans, 11 ans, 2 choses que j'adorais. C'était les cantiques, l'église. Et alors, j'adorais parce que je ne comprenais rien. Et puis les filles. Alors, je ne comprenais rien. Alors, déjà l'église. Alors, quand on est juif dans une école catholique, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Il y a des choses, par contre, qui nous sont interdites. Par exemple, la communion. Quand on est juif, on ne peut pas. On ne peut pas communier, c'est pas possible. Moi, j'avais dit, mais je veux communier. On m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, t'es juif, c'est pas possible. Les chrétiens, seuls les chrétiens, mangent le corps du Christ. Je trouve ça très cannibale. Et non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Le corps du Christ, il n'y a que les chrétiens qui le mangent. Je lui ai dit au prêtre, je lui ai dit, mais écoutez, même un morceau que les gens n'aiment pas, comme le poulet. Par exemple, le blanc, les gens préfèrent la cuisse. Moi, je veux bien un morceau que les gens n'aiment pas. Bon. Aucun humour, j'ai dû recopier 300 fois, tu ne te moques pas de Jésus. Donc, bon, vraiment. Par contre, on n'échappait pas à la confession. C'est ça qui était bizarre, on n'échappait pas à la confession. La confession, mais c'est quand même merveilleux, la confession. On arrive, on a plein de péchés, tout d'un coup. On est confessé, on ressort, mais hop, on est blanchi. La confession, c'est le blanco de l'esprit, c'est le typex du mental. Vraiment. Mais le problème, c'est que quand tu as 10 ans, t'es fils unique, des péchés, bon, t'en fais, bien sûr, tu fais des bêtises, mais bon, tu fais pas des gros péchés. Puis il y a un moment, puis c'est long, la confession. Il faut que tu en aies au moins une vingtaine à dire. Alors, tu sais pas. Alors, on se faisait une sorte de briefing entre petits camarades de classe dans la cour. On dit, alors, qu'est-ce que ça fait, toi? Alors, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai tiré les cheveux à ma sœur. Je dis, attends, mais c'est pas possible, j'en ai pas. M'a dit, t'as qu'à le dire, comme ça. Puis tu as appris, j'ai menti, ça t'en fait 2 d'un coup. Ah oui. Oui. Eh oui. Pour peu qu'elle n'ait pas de cheveux, 3. Allez hop, allez, très bien. Donc on en avait plein, comme ça on avait notre liste. Pratt, donc numéro P, ouais, ça passait. Moi je passais souvent en dernier, comme ça. Le curé s'en foutait, il devait dormir et tout. On arrivait comme ça. Et il y avait un côté solennel, c'était une sorte de, c'est une sorte de guérite, c'est une sorte de train fantôme de l'église. On arrivait, la porte grinçait. On le voyait pas, il y avait juste un... Oh mon Dieu! Heureusement, j'avais jamais vu de film d'horreur, sinon je serais parti en courant. Vraiment, on s'asseyait comme ça. Oui, bonjour mon père. Bonjour mon fils. Ça me fait rire, c'est pas mon père en plus. Je le savais très bien. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un angle où il pouvait pas voir, donc j'avais la liste des péchés sur le genou, une anti-sèche. On appelle ça les anti-sèches. Donc, alors, il fallait rester au moins 3 bonnes minutes. Mais c'est très long, 3 minutes. C'est comme un œuf-coq, quand on reste devant, c'est très très long. 3 minutes dans la vie, c'est rien, mais 3 minutes comme ça, alors il faut prendre son temps. Donc, eh bien oui, alors mes péchés. Mon père, j'ai tiré les cheveux de ma sœur, j'ai menti.
Puis après, bon, j'ai mangé des bonbons et des trucs comme ça. Mais moi, j'avais une chose, j'avais une phrase qui marchait toujours. Cette phrase qui ne voulait rien dire, qui était merveilleuse, c'est « j'ai répondu à ma mère ». Parce que ça ne veut rien dire. Et le prêtre disait « tu as répondu à ta mère ». Comment oses-tu? Bon, et c'est vrai que vivant seul avec ma mère, très souvent je lui répondais, ma mère me disait « Manuel, tu sais où est le sel ?»« Oui maman, il est dans le tiroir de gauche. » Je viens de lui répondre. Ouais, ça ne veut rien dire. Et il me disait « Mais tu lui réponds souvent ?» Je dis « Oh oui. » Quand même, hein, quand même. Oh. Alors on avait le verdict, hein, alors des fois, dis je vous salue Marie, dis notre Père, etc. Oh, on faisait le signe de croix et on sortait, et on était saints. Enfin, quand on était saints, on n'avait plus de péché, on était saints, voilà. Hein, laver tous les péchés, on était saints. J'ai été saint, je vous regarde, regardez-moi, j'étais saint 26 secondes. C'est pas mal quand même. Après j'ai regardé ma montre, oh, péché d'orgueil, trop tard, zut. Mais 26 secondes, c'est quand même pas mal. Hein. Non, moi j'aimais bien. Mais néanmoins, même si j'avais confessé, je n'avais pas le droit à la communion. Alors ça me... Il y a un côté frustrant. En même temps, quand je voyais la tête de mes petits camarades qui venaient de la communion, après avoir mangé le corps du Christ, certains grimaçaient, d'autres rigolaient, d'autres s'étouffaient à moitié, d'autres disaient on aurait dû amener du Nutella. Moi, j'aurais bien aimé quand même, toujours à l'écart, comme ça. Alors je m'étais dit à un instant, si je chante très bien et je chante très fort, peut-être qu'il y aurait exception à la règle. Alors je prenais le missel, puis on suivait le curé. Hein. Les curés, comme ça, souvent dans les églises, ils chantaient comme ça. Victoire, tu régneras. Et quand on fait de la musique, ça ne veut rien dire. Ça ne dit pas plus aigu, plus... Ça sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Mais il avait l'impression d'être le Karajan de l'église. Il était vraiment très content. Hein. On croit. Là, on ne sait pas pourquoi on croit. On ne sait pas hein, pourquoi. Tu nous sauveras. Bon. Heureusement qu'il ne jouait pas du piano, parce que sinon ça aurait été abominable. Hein. Et moi, j'étais là avec le missel et je chantais comme ça. Et à chaque fois, on me mettait toujours à côté d'une personne âgée, une petite vieille qui, pour elle, c'était important de montrer qu'elle savait chanter. Ce qui n'est pas vrai, parce que souvent, les vieux, quand ils chantent, ils sont comme ça. Et je me disais, mais elle va couvrir mon bruit, comme ça, on va pas se rendre compte que moi, je chante bien. Et je chantais plus fort. Oh, croix. Et elle me regardait avec haine. Tu nous sauveras. Victoire. Et il y avait une haine qui passait entre nous deux. Incroyable. Vraiment, on se haïssait, vraiment, c'est le moment d'amour, moment de communion, moment d'échange. On croit, tu nous sauveras. Vraiment, ouh. Et bien, en fin de compte, non, on me faisait signe que ça servait à rien. Hop, je devais me rasseoir. Voilà. Je me rasseyais. Voilà, les gens allaient manger. J'ai un copain musulman aussi, on était là, on se regardait, qu'est-ce qu'on fait là? En plus, il y avait les filles qui se moquaient de nous. Si on était là, elles ne savaient même pas pourquoi. C'est marrant, les filles. Hein. Vous savez, quand on a 10 ans, c'est une autre planète. Hein. Quand tu es que dans une école de garçons, il y a la planète filles. Hein. Les filles, les êtres étranges, venus d'une autre planète, hein, avec leurs coutumes, des cartables, avec les noms de chanteurs, des morceaux de poèmes écrits sur leurs cartables, comme ça. Elles nous regardaient comme ça, et puis elles rigolaient entre elles, elles faisaient... C'est quoi une fille? On se pose des questions. Est-ce qu'une fille a faim? Est-ce qu'une fille a soif? Est-ce qu'une fille rote? On se posait plein de questions quand on ne sait pas. Et puis mon premier coup de foudre. Premier coup de foudre. Dans une église, à 10 ans, Sylvie, ma voisine. On habitait 2 barres d'immeubles. Elle habitait juste en face de moi. Sylvie, elle était blonde, grands yeux verts. Le coup de foudre. Je m'en suis rendu compte parce que quand je l'ai vue la première fois, c'est des fous. Elle était très nette, tout autour était flou. Je me suis dit, l'amour, c'est une déformation de la cornée. Vraiment. Mais il n'y avait plus rien qui existait. Je voyais qu'elle. Et là, elle était là. Et ce jour-là, dans l'église, où bien sûr j'étais exclu de la communion, elle était là, elle allait communier. Et je voulais à tout prix l'inviter au cinéma, parce que le mercredi, là, il allait avoir un western, je voulais à tout prix l'inviter. Je voulais voir ce film. À l'Alcatraz, à Asnières, je voulais l'emmener, elle, et lui payer la place, et lui payer une glace. C'était, en plus, il jouait que ce mercredi-là. Je voulais à tout prix l'inviter. Ouais, mais là, bon, elle était dans l'allée centrale qui menait au prêtre pour communier. Moi, j'avais pas le droit. Comment je pouvais l'aborder, là? Comment je pouvais l'aborder? C'est sûr que je pourrais lui faire un croche-pied, puis lui dire non, c'est nul. Non. En plus, elle ne connaît pas Bogart. Non, c'est nul.
Et néanmoins, je pouvais pas ne pas l'inviter. J'étais vraiment amoureux. Je me suis dit, allez, invite-la. Elle était à 2 mètres, invite-la. Elle est passée à côté de moi, elle m'a juste regardé. Le choc. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levé comme ça, je suis passé derrière elle. Je poussais le type, ah, ça va, Bogart. Hein. Et je la regardais. Et elle m'a souri comme ça. Mais elle me souriait. Le premier sourire, je ne parle pas de fleurs, je ne parle pas de baiser. Le premier sourire, elle m'a souri comme ça. Je marchais automate, je ne savais plus où j'étais. Et tout à coup, j'ai réalisé que j'étais dans la liste, là, dans la file qui m'amenait au curé pour la communion. Mais je n'avais pas le droit, moi. J'étais juif, j'avais pas le droit. Je me suis dit, mais c'est un drame. Mais si le curé, bon, il ne sait pas que je suis juif, de toute façon, lui, il ne me connaît pas. Mais là-haut, si Dieu existe, au moment où je vais prendre le corps du Christ, peut-être que le toit de l'église va s'ouvrir comme ça. Il y aura des nuages noirs, des éclairs, puis il y aura un doigt vengeur qui va dire, hé, toi, tu as communié, mais tu n'es pas chrétien, tu es juif, alors. Oh là là, tout ça à cause de moi, à cause d'elle. Ouais, mais en même temps, elle était là, quoi. Allez, courage, il faut que tu lui parles. En plus, c'était bizarre, parce que c'est bizarre, quand même. On ne communiait pas comme ça. Le curé disait quelque chose aux gens, les gens lui répondaient quelque chose, et là, hop, la langue. Putain, il y avait un code, ils ne me l'ont pas dit. Putain, les catholiques, ils donnent des codes à l'entrée de la porte, et si tu n'as pas le code, bah, tu ne peux pas communier. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Oh là là, puis moi je savais pas lire sur les lèvres, hein. Voilà. Puis j'entendais rien en plus. Sylvie est passée devant moi, elle a communié. Voilà. Et j'étais sous le choc, le curé m'a dit quelque chose, j'ai fait voilà, un peu de Bogart, ça nuit à personne. Et là il m'a mis le corps du Christ sur la langue. Il s'est pas rendu compte que c'était une escroquerie. Oh, j'étais content, mais surtout je voulais retrouver Sylvie. Et là, en me demandant où elle était partie, je me suis mis à marcher plus vite, et tout à coup le corps du Christ s'est retrouvé au fond de ma gorge. Et là, il y a une sorte d'aspiration, en fin de compte, ça m'a empêché de respirer. Mais c'est terrible, ça n'a pas duré longtemps. Mais d'un coup, les larmes me sont montées aux yeux. Et là, j'ai eu le sentiment que j'allais mourir. Je me suis dit, c'est une vengeance éternelle. Et je me souviens très très bien parce qu'il y avait un homme comme ça, qui avait un chapeau dans les mains, qui m'a regardé, très ému. Moi, j'étais aux larmes, j'étais en train de mourir, très ému. Lui, il pensait, il a pris le corps du Christ, il pleure. Oh, quel gentil petit garçon. Moi, j'ai envie de lui dire que je suis en train de mourir et je suis juif. Ça va, vraiment. Par chance, Jésus se dilue facilement, en fin de compte. En 3 secondes, Jésus est dissous, vraiment. Donc, j'ai retrouvé Sylvie. Hello. Dis-moi, ouais, bon, on se connaît, on est voisins. Dis-moi, voilà, il y a un western là, et je voudrais t'inviter au cinéma à Nières, si tu veux. Alors j'avais pensé que, comme on habite en face, j'avais pensé que je pourrais venir te chercher. Le film est à 3h de l'après-midi, mais tu sais, avec le bus, mais je paye le bus. Avec le bus, eh bien voilà, si je viens à 2h, je pense qu'on aura le temps peut-être de manger une glace en trac, puis voir le film, puis après je te ramène. Bon, tu vas dire non. D'accord. D'accord, mais très très bien. Je suis bien content. Mais ça ne t'embête pas, c'est sûr, hein, parce que si jamais je viens, tu seras... Oui. Merci. Non, je sais que tu dois retrouver tes parents, oui. Parce qu'elle retrouvait ses parents, parce que souvent, après, beaucoup de catholiques vont après acheter des gâteaux au boulanger, souvent des religieuses. C'est marrant comme ça, après avoir mangé le corps du Christ, ils mangent une religieuse. Après le patron, on mange l'employé. Mais c'est la 3e mi-temps, en fin de compte. Ils font une 3e mi-temps. Mais oui, alors, bon gâteau, alors. Bon gâteau. Mais c'était une fête. Mais j'avais réussi, moi. Hein, le petit juif solitaire, comme ça, tout le monde se foutait de moi, là, parce que j'étais pas gros, etc., quoi, hein, et tout. C'était un ange. Cet ange, elle m'avait dit oui. Mais comment j'avais fait? Mais ça, c'était le corps du Christ. C'était ça. C'était l'hostie, la solution, mais c'est ça. Elle m'avait pas dit non, pourquoi? Parce que j'avais le corps du Christ. Le corps du Christ, ça m'avait donné des ailes, c'est ça. Ça m'avait donné une force incroyable. Mais je me suis dit, mais maintenant, toutes les portes, elles vont s'ouvrir devant moi maintenant. Là, moi, je vais faire le tour du monde, je vais être l'aventurier de demain. Le James Bond, c'est fini. Hein. Moi, je le dépasse, James Bond. Hein. Il suffirait tout simplement que j'ai avec moi quelques hosties, une mission périlleuse, hop, 2-3 hosties, hop, je gagne. Ah oui, mais j'irai en Amazonie, en Asie, allez, dans la jungle, affronter des bêtes incroyables. Hop, une hostie, hop là. Bon, une. Bon, si je fais le tour du monde, une, c'est pas beaucoup. Je vais en prendre 1 kilo. Prendre 1 kilo. Bon, en même temps, 1 kilo, avec 1 kilo, on va pas loin. Je vais en prendre 2 kilos. Ouais, 2 kilos, c'est bien.
en même temps, je ne sais pas combien ça coûte, 1 kilo d'hostie. 1 kilo d'hostie, quoi. Le prêtre, il va me le faire 1 kilo, il va le faire. C'est pour ça qu'il va le faire à 5 francs. Bon, 1 kilo d'hostie à 5 francs, le deuxième kilo, il me le fait à 10. Bon, à 10 les deux. Si je lui dis qu'on en prend un 3 à 3, il ne va pas me le faire à 15. Il va me le faire à 12. Ah, mais 3, vous me le faites à 12. Je ne demande pas 10, je demande 12. Pas 15 non plus. Non, mais là, il y a. Non. Et c'est là qu'en fin de compte, je réalisais que quand même, j'étais resté vachement juif dans l'âme, quand même. Hein. Manuel, ven a ver aquí, ven a ver aquí. Niño, ven a ver aquí. Niño, vamos a comer. Manuel, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ici, tu es chez toi. Tu vois là, tu ne frappes pas. Tu ne frappes pas à la porte. Ici, tu es chez toi. Tu comprends ça? Mais casa es tu casa. Tu comprends ça? Tu es chez toi. Tu es chez toi, madame. Tu es chez toi. Allez, tu es chez toi. Casa es tu casa. Ça, j'aimais ça. Je devais avoir 12 ans. J'étais chez les Gitans. Les Gitans à Perpignan, parce que ma famille vient de Prades, à 40 bornes de Perpignan. Pendant la guerre, ils se sont planqués et mon arrière-grand-mère était sage-femme. Donc, elle a dû accoucher toutes les familles de Gitans, etc. Puis, on était unis dans la planque, tout simplement. Hein. On allait de foyer en foyer, de maison en maison. Et quelque part, moi, je n'étais pas un gadjo, quoi. Je n'étais pas le Parisien qui arrivait une fois par an, 1 mois ou 2 mois. J'étais autre chose. J'étais un nomade, quelque part comme eux. Donc, il m'avait dit, le père, il m'avait dit, mais chez nous, t'es chez toi. Il m'avait dit, ne frappe pas à la porte. Ça m'avait amusé parce que chez les Gitans, il n'y avait pas de porte. Il l'avait enlevé. Il y avait juste des grandes lanières en plastique de toutes les couleurs, jaune, rouge, vert, bleu. Et quand on rentrait, les lanières, elles s'entrechoquaient. Ça faisait ça. On avait presque l'impression qu'on nous applaudissait quand on rentrait chez eux. C'était bien. Ça sentait bon. Toujours ces fichues odeurs, ça sentait bon, ça sentait le produit à carrelage, style pain des Landes. En même temps, ça se mélangeait avec une soupe de tomates, avec de l'ail, puis des fruits, des pêches jaunes, blanches, pêches de vigne, qui pourrissaient dans une sorte de grand vase. C'était quelques abricots aussi. Il y avait il y avait une odeur de colle, mais pas la colle comme à l'école. Non, des colles tumouches qui descendaient du plafond, des longs serpentins. Où la mouche arrivait, il y avait beaucoup de mouches l'été. La mouche arrivait et se posait. Et là, c'était fini pour elle, c'était la mort, ça. Elle se posait, elle avait les pattes prises et elle mourait comme ça. Il y avait une chose assez étonnante, la mort, c'est toujours un spectacle. Et on regarde comme ça. Et quand on est gamin, c'est vrai qu'on est cruel. On regarde et on voit toutes les mouches qui ne sont pas mortes. Il y en a une qui vient d'arriver, elle fait bzzz. L'autre, elle fait bzzz, bzzz. Elle est là depuis longtemps. Hein. Et on a envie de lui dire, toi, ça ne sert à rien, parce que l'autre, elle a beau se faire, toi, elle est toujours là, quoi. Et on regarde, hein. C'est dégoûtant, mais on regarde. Et des fois, il y a un coup de vent, je pouf, oh. Et ça, c'est horrible. Surtout avec des grosses pellicules noires, mais c'est des mouches mortes. Ah, c'est vraiment... Ah. Mais lui, il m'adorait. C'est vrai qu'il m'adorait. Ah, je n'étais pas un gadjo, quoi. Lui, c'était physiquement... Qu'il aurait pu ressembler. Un petit peu à l'acteur américain, mais enfin d'origine hollandaise, du film Le Bon, la Brute et le Truand, Lee Van Cleef, la Brute. Très, très grand, visage très émacié, des favoris comme une moustache comme lui. Il avait toujours le torse avec plein de poils, il avait une quinzaine de crucifix. Il gardait toujours son chapeau, il avait un petit chapeau. Je me dis, j'ai jamais vu son chapeau, toujours avec son petit chapeau. Puis j'étais fasciné par ses mains. Il avait de très 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 grandes mains, avec des doigts très, très longs, très très fins. Et je m'étais dit, il a des mains de guitariste. Ce qui était complètement faux, parce que j'étais sans doute chez les seuls gitans qui n'aimaient pas la guitare. Ils détestaient. Il y en avait une, mais c'est la décoration, ils détestaient. Lui, ce qu'il aimait, c'était écouter la radio. Il avait un petit transistor, Optalix, ça s'appelait, et il avait radiboché plutôt, et il avait du mal avec les piles derrière. Des fois, il lui donnait des petits coups comme ça. Il adorait. C'était à l'époque, c'était RMC, c'était Jean-Pierre Foucault et Léon. Et l'émission s'appelait Du soleil comme s'il en pleuvait. Le générique, c'était toujours Du soleil comme s'il en pleuvait avec Jean-Pierre Foucault. Puis il y avait quelqu'un qui disait Et Léon. C'était une bêtise incroyable. Et ça ne s'est pas amélioré en plus. Et lui, il écoutait ça et les matchs de boxe. Alors ça, autant on pouvait des fois parler dans l'émission avec Jean-Pierre Foucault, bon. Mais là, les matchs de boxe, là, il fallait se taire. Parce que ça, c'est comme le père, c'est le patriarche, il ne fallait pas déconner. Hein. Les matchs de boxe, il était fasciné.
Il mimait un jukebox, un uppercut, un jab, un crochet. Il mimait. Il était complètement dedans. À l'époque, c'était Monzon, Valdés. Il était complètement dedans. Il prenait presque des notes. Il mimait. Oh, c'était bien, ça. Là, il y avait un silence comme ça. Et on était tous autour de lui. C'était lui qui menait le combat. C'était pas les autres, on s'en foutait. C'était lui. Hein. Hop, le boxeur était à terre. Mais il se relève. Boum, boum. Elle s'en foutait. Sa femme, elle s'en foutait. Sa femme, c'était tout à fait l'opposé. Autant lui était grand et maigre, qu'elle, elle était petite et grosse. Elle avait des seins, mais inimaginables. Inimaginables. Des dents en or, des grands cheveux noirs. Et un ventre. Elle avait un ventre. Mon Dieu, qu'il était beau. Un ventre énorme. Et des fois, elle se mettait comme ça sur le canapé. Et elle me disait, ah, Manuel, viens. Et elle me prenait comme ça. Et elle me mettait sur le ventre. Et j'avais l'impression de complètement m'enfoncer comme ça. Mais j'ai tout fait jamais comme ça. Et des fois, quand je sortais, je regardais, il y avait encore ma marque. Comme les jouets avec les clous, vous mettez le visage et vous les posez, vous dites, ah, c'est moi. Hein, ben là, c'était pareil. Ah, c'est moi. Ah, c'était bien. Ces gens, ils étaient libres. Ils étaient libres. Moi, j'étais fasciné par leur maison. J'étais fasciné. Hein. De toute façon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui ne marchait pas. Et pourtant, tout tenait par miracle. Quand on rentrait chez eux, c'était le royaume du bricolage. Hein, du bricolage et du Chatterton. Par exemple, la télévision. Une télévision classique où il y avait une antenne. Non, eux, ils n'avaient pas d'antenne. Ils avaient déplié une sorte de cintre en métal qu'ils avaient planté au hasard derrière. Boum. Voilà. Ce cintre était tenu au-dessus de la télévision sur une sorte de grand vase rempli de boules de pétanque, je ne sais pas pourquoi, avec un fil qui tenait un tuteur avec une autre plante, un lierre qui montait un peu partout. Voilà. Et ça marchait. À l'époque, nous, on avait des télécommandes. À l'époque, il n'y avait pas de télécommande. Hein. Ça marchait très bien. Hein. Il y avait 3 chaînes, mais ça marchait. Hein. La troisième, alors, il y avait une chose assez étonnante, parce que la deuxième chaîne, des fois, il arrivait que l'image n'était pas nette. Quelqu'un de censé essayer de bouger l'antenne. Non. Là, c'était eux qui bougeaient devant la télé. Et chose incroyable, tout à coup, ça fonctionnait. Merveilleux. C'était merveilleux. Il n'y avait rien qui n'allait pas. Le transistor, donc, était complètement scotché. Il avait, avec son Opinel, il avait mis des trous au niveau de haut-parleur, parce qu'on n'aurait plus rien entendu. Et les chaises, ils avaient un super système. Hein, parce que c'était des chaises en bois, qui étaient plus ou moins bancales, mais des fois, là, il y a une vis. Mais par exemple, des fois, c'était juste des chevrons, comme ça, et la chaise, c'était défaite. Alors, ils n'utilisaient pas de colle. La colle, c'est complètement... Pour les chaises, c'était inutile. Eux, c'était Chatterton pour les autres choses, mais pas pour la chaise. Ils prenaient un escargot, un gros escargot, qu'ils mettaient dans le creux, là, et puis après, schlac, l'autre pièce. Et ça remplaçait la colle. Ils mettaient au soleil, ils me disaient, mais ça, un escargot, c'est mieux qu'une colle. Et ça tenait. En fin de compte, il y avait 4 gros escargots. C'était une chaise à escargot. Mais ça tenait, hein, vraiment, ça tenait. Moi, j'étais fasciné, quoi. Ah, par contre, c'est vrai que c'était pas pratique parce qu'il y avait des gros coussins avec des grosses fleurs, des grosses roses, rouges, noires, de toutes les couleurs qui vont rentrer dans les fesses. Moi, j'aimais bien. On prenait l'apéro, comme ça, le soir, avec les chiens. Il y avait plein de chiens, ils n'avaient pas de nom, leurs chiens, d'ailleurs. Ils appelaient le chien. Bon, mais ils en avaient une dizaine, hein. Les chiens ils n'avaient pas de collier, ils s'en allaient comme ça, c'était les chiens. Mais le père, il les connaissait, tous les chiens, il connaissait tous les chiens. Des fois, il arrivait comme ça, il y avait tous les chiens, mais il en manquait un. Il regardait, puis il me disait, Emmanuel, il est où le chien? Il est là. Non, je parle du chien. Je sais pas. Et ce fameux chien revenait 10 jours après avec une balafre, etc. et tout. Mais c'était la fête. Parce que le vieux disait une chose très simple, c'est qu'il est libre. Il est libre de partir, mais il est aussi libre de revenir. S'il revient, c'est qu'il m'aime. Donc s'il m'aime, je vais faire une entrecôte. Il faisait une entrecôte, et là, le canapé, c'était la place du chien qui était revenu. Il mangeait, et là, tout le monde devait circuler. C'était bien, ça. Ça, c'était la liberté. Ces gens-là, c'était des Indiens, en fin de compte. C'était des Indiens, c'était... le calumet à la peste, c'était l'apéro. L'apéro qu'on prenait, c'était du vin cuit qu'on achetait au Pertus, enfin, moi j'appelais ça Pichirda, mais bon, normalement c'est Pichirda, mais bon, moi je prononçais à la parisienne. Et on le prenait dans des verres de toutes les tailles. Ils étaient tous dépareillés les verres. Hein. Verre de bière, verre à cognac, coupe de champagne. Et moi j'aimais mon verre Amora.
avec des décalcomanies. À l'époque, c'était les Shadok. C'était les Shadok ou Lucky Luke. Et je pense qu'un collectionneur ou quelqu'un qui aurait utilisé ce genre de verre aurait fait tremper le verre pour enlever l'étiquette. Non, là, il s'en foutait complètement. Il l'avait juste gratté. Donc, j'avais un verre où c'était des fois marqué mot ou rat. C'était rigolo. On s'en foutait. L'important, c'est ce qu'il y avait dedans. On disait, mais c'est ce qu'il y a dedans, quoi. Et on trinquait comme ça. Et j'ai toujours pris cette habitude, que d'ailleurs je transmets encore à mes gosses, de frapper avec le haut du verre, avec le bas du verre. Et on tape un coup sur la table. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient de là. Une fois, il m'avait expliqué que c'est la tête, le cœur et la maison où on est. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours regardé. Et je tac, 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 boum, tac, 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 boum, tac, 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 boum. Et là... on prenait des olives. Ah, c'était bien. Ça, c'était la liberté, quoi. C'était la liberté. Le vent, on l'achetait en Espagne, c'est vrai. J'ai toujours peur d'aller en Espagne avec eux parce qu'ils ne conduisaient pas très bien, quand même. Parce que les Indiens, leur monture, c'est des Mercedes avec des couleurs caramel. Il n'y a qu'eux qui avaient des voitures comme ça. Et il y avait une chose qui m'étonnait parce qu'ils me mettaient toujours à l'arrière. Ils savaient toujours que j'étais malade, comme il y avait plein de virages. Donc je suis à l'arrière, au milieu, donc ça pouvait aller. En tout cas, si je vomissais sur le tableau de bord. Donc ça allait. Et il y avait toujours 15 crucifix. Et quand il y avait dans les virages qui prenaient vraiment d'une manière toujours trop serrée, les crucifix s'entrechoquaient. Ça faisait... Et on aurait dit que Dieu disait, mais n'aie pas peur. Vomis si tu veux, mais tu ne vas pas mourir. Et non, c'était la fête, quoi. Et puis, il y avait Lola, 12 ans, mon deuxième coup de foudre. Bon, elle ne s'appelait pas Lola, d'ailleurs. Son vrai prénom, c'était Sarah, mais elle voulait qu'on l'appelle Lola. C'est amusant. Bobo avant l'âge. Et elle était... autant Sylvie était blonde qu'elle était brune. Elle savait ce que c'était que l'amour. Quand tu es gitan, quand tu as 12 ans, l'amour, tu le sais, tu le pratiques. Ah, quand tu es un type de Paris, un petit gadjo, tu sais pas ce que c'est. Tu n'as pas la pratique, quoi. Tu as la théorie, mais tu n'as pas la pratique, quoi. Elle était belle. Mais le problème, c'est que pour avoir une fille, dans la famille, il faut vraiment faire partie du clan. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des frères. Et ils étaient deux. Il y avait Joseph, 14 ans, et Paco, qui en avait 18. Paco, le seul qui savait gratter 3-4 accords. D'ailleurs, toutes les Hollandaises étaient amoureuses de lui. Il arrivait... Oh. Bon, je m'étais dit, plus tard, j'irai en Hollande avec une guitare, et si elle est électrique, j'aurai encore plus de conquêtes. Joseph, c'est pas pareil. Joseph, il avait une gueule d'ange, mais c'était le diable en personne. Il m'avait dit, Manuel, viens voir, tu la regardes, ma sœur, hein? Tu la regardes, ma sœur. Ah, dis pas non. Tu la regardes, ça? On te regarde avec Paco. Tu la regardes, ma sœur. Hein? Ah, merde. Tu la regardes. Tu la trouves belle? Et là, c'est un petit peu comme dans le livre Astérix en Corse. Hein? Elle est belle, ta sœur. Si tu dis non, elle n'est pas belle. Quoi, elle n'est pas belle, ma sœur? Hein? Et si tu dis oui, elle est belle. Quoi, elle est belle, ma sœur? On ne sait pas. Il y a un moment, on est un peu piégé. Hein? Et je m'étais dit, après tout, ils ne m'ont jamais menti, je ne vais pas leur mentir. Oui, elle est vraiment très, très belle. Oui, elle est très, très belle. T'es amoureux? Arrête. Arrête. Il ne faut pas dire t'es chiant parce que c'est quand même... arrête. T'es amoureux? C'est pas un problème pour nous, tu sais. T'es pas comme les autres, tu sais. De toute façon, les autres, ils te parlent plus maintenant depuis que tu nous parles. Donc, t'es pas comme les autres. Non, pour nous, c'est pas un problème, on en a parlé. Si tu veux, elle est à toi. Simplement, il faut que tu fasses partie du clan. Pour ça. T'es d'accord? Ouais. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie du clan? Ouais. Il y a des épreuves. Il y a les truites. Il y a les truites. Tu sais, chez nous, une truite, ça ne s'achète pas. Une truite, ça se vole. T'es d'accord? D'accord. Ok. Mais d'accord, on vole. Ouais. Attends, t'excites pas. Moi, je t'explique. Il faut être 3. Il y en a un qui fait le guet. Il y en a un qui chope la truite, l'autre qui assomme. Attends, qui assomme qui? Moi, attends, non, mais moi je ne veux pas assommer le type des truites pour voler une truite. Hein. Moi, à la limite, si vous en voulez une, moi j'ai un peu d'argent, Oh, mais t'es con, quoi. Mais on ne va pas assommer quelqu'un pour piquer une truite, de toute façon, on ne va pas en piquer une, on va piquer une dizaine. C'est la truite qu'on assomme. C'est con, c'est incroyable. C'est la truite qu'on assomme. Parce que la truite, elle est un peu gluante, toi. Tu la prends comme ça, hop, là, tu fous un coup de tête, comme ça, boum, bam, hop, ça la calme, on la met dans le seau et on s'en va. T'es d'accord? Et là, si t'en piques avec nous, peut-être que ce soir,
Allez à toi, quoi. Ouais, elle le veut. Mais d'abord, il y a nous. Compris? Très bien. Alors, mon but, c'était simplement de faire le guet. Il suffisait que je siffle. Bon, c'était simple. On a long chemin de terre. C'était caché derrière un buisson. Il y avait, c'était pas des lavoirs, mais c'était de gros bassins qui étaient d'ailleurs des anciens lavoirs catalans. Il y avait un petit bassin pour les bébés truites, un moyen bassin pour les truites moyennes et un gros bassin pour les grosses truites. Il fallait piquer toujours les truites moyennes. Il y en avait énormément. Et moi, j'étais derrière, je m'étais entraîné comme ça à siffler au cas où quelqu'un nous aurait vus. Mais bon, c'était quand même rare. Et j'étais fasciné par leur dextérité. L'eau était gelée parce que la truite vit toujours dans une eau très très froide. Ils arrivaient, ils plongeaient entièrement à poil comme ça. Ils prenaient une truite, hop, ils la chopaient, hop, ils la sommaient, boum, hop, dans le seau. Ça durait quoi? Peut-être 3-4 minutes, ça m'a paru une éternité, mais en même temps, c'est tellement rapide. Les seaux étaient pleins. Et ils m'ont dit, allez, viens, à toi, allez, à toi. Je suis arrivé, j'étais un peu gêné. J'ai enlevé mes chaussures. Ils ont vu que j'avais des chaussettes, ils se sont moqués de moi. J'ai relevé mon pantalon et j'ai trempé. J'ai trempé mon pied et mon pied est devenu violet. Mais violet tout de suite. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit bon, c'est bon. Ça, c'est bon, on en a suffisamment. Mais on a vu que tu pouvais le faire. Allez, viens. Toi et ma sœur, c'est marrant quand même. C'est marrant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il n'en pense rien. Il n'en pense rien. Toi et ma sœur. Allez, c'est bien. Et on a chanté. On a pris les seaux. Je me rappelle, c'était des gros seaux en plastique et il y avait une anse en métal qui vous rentrait comme ça dans la main. C'était très très lourd, hein, une dizaine de truites comme ça, c'était très très lourd. Et on chantait à l'époque, le tube de l'été, c'était une chanson de Drupi, c'était Vadovia. Da-dam, 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 da-dam. Et on chantait comme ça, Je ne connaissais pas les paroles, je faisais uniquement d'Adam. Et on rigolait comme ça, Je ne savais pas que c'était sans doute la dernière fois que j'allais enfin, hélas, avoir un rire innocent, quoi. Badam, badam, bam, badam, dim, dadum, dim, badam, badam. D'amour, dites-moi des choses tendres, de longs discours. Au début, c'est juste deux coups derrière la nuque. Tu comprends pas. Ça t'assomme à moitié, quoi. Et puis après, on te porte sur une table en formica vert. Tu as une main qui te serre derrière la nuque, et l'autre main, une main droite, qui commence à t'arracher les vêtements. La main, elle te croit te caresser, en fin de compte, elle te griffe. Les ongles sont trop durs, sont trop sales. Cette main, c'est comme une armée en déroute qui saccage tout, c'est politique de terre brûlée, ça te bousille, ça te griffe. Alors tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu essayes de te retourner, on t'en met une autre. Mais une bien forte, celle-là. Tu commences à saigner du nez, tu commences à avoir du sang dans ta bouche. Tu as les larmes qui te montent aux yeux et là tu réalises que tout à coup, ce que tu vas vivre, si tu t'en sors en tout cas, c'est contraire à tout ce qu'on t'avait dit, tout ce qu'on t'avait promis, tout ce qu'on t'avait inventé, quoi. Et tu commences à te sombrer dans l'horreur, c'est comme une longue descente aux enfers. Mais tu ne sais pas ce que c'est que l'enfer, on va dire. Mais en tout cas, tu descends, ça c'est sûr et certain que tu descends. Et la main, elle continue son travail, elle t'arrache ton pantalon, elle t'arrache ton slip, tu te retrouves à poil. Et d'ailleurs, tu dis ça à poil, mais c'est étrange comme impression parce que tu n'en as même pas d'ailleurs, des poils. Tu te retrouves nu. Et à un moment, tu dis quelques mots, tu dis non, s'il vous plaît, non, pourquoi? On t'en remet une autre, mais t'es pas assommé, quoi. Et là, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a dit, donc, que tes jouets, quand tu vas rentrer chez toi, si tu rentres chez toi, tes petits soldats, ton garage, ton saloon, tout ça, ça servira plus à rien, quoi.
tout ça tu le foutras à la poubelle, ou tu le vendras, ou tu le donneras, ou tu le casseras, ou tu le brûleras, tu le détruiras, tu le piétineras. Comme on te piétine là. Ce sera fini les petits goûters avec tes copains, les petites plaisanteries, les blagues, carambars, les cartes des animaux que tu collectionnes sur les catalogues. Ça sera fini tout ça, quoi. La main continue son travail dégueulasse. Elle te caresse, elle croit te caresser, elle te caresse les fesses, elle te pénètre. T'as mal, t'as vraiment très très mal. Tu commences à gueuler, on t'en remet une. Et puis après, l'homme fait son travail dégueulasse de sape, de destruction, de mort, de pourriture. Et tu dis, la vie c'est ça en fin de compte. L'homme c'est ça, l'homme c'est ça. Et tu repenses en fin de compte en peu de temps tout ce qu'on t'a raconté. Les camps, la mort, le boche, la torture, l'Algérie, tout ça. Tu dis, mais oui, mais l'homme c'est ça en fin de compte. C'est pas autre chose. Toi tu es la victime, mais bon, comme les autres, comme les autres. Et l'homme prend son plaisir. Il prend son plaisir. Et puis après tu dis, mais si tu penses comme ça aussi froidement, c'est comme s'il y avait deux personnes en toi. Il y a une personne qu'on est en train de salir, qu'on est en train de baiser, et puis il y a une personne qui est toi d'ailleurs, qui est toi. Ce n'est pas ta conscience, ce n'est pas ton esprit, mais en tout cas c'est toi qui penses. Voilà, c'est toi qui penses. Et elle est à 2 mètres de toi. Et cette personne-là, elle te regarde, et elle te dit, bah oui, voilà. Là on est en train de te baiser. Tu ne sais pas ce que ça veut dire le mot baiser d'ailleurs. Mais là tu l'apprends. On est en train de te baiser, on est en train de te salir. Et plus jamais maintenant, plus jamais ta vie ça sera pareil. Plus jamais. Si tu t'en sors, tu y penseras toujours. C'est ça un homme, c'est ça, c'est pas autre chose. Et là tu dis, bah d'accord, ma vie elle est foutue de toute façon. Alors qu'il en finisse après tout. Il prend son plaisir, visiblement, il prend son plaisir, il me détruit, bah qu'il me détruise complètement, qu'il me crève là, qu'il me sèche là maintenant. Et là tu utilises en fin de compte les mots de ton père. Tu utilises les mots de ton père, les mots qui te faisaient peur, les mots qui t'impressionnaient. Et quelque part tu retrouves le visage de ton père. Tu as sa gueule en fin de compte. Tu dis, bah, qui me crève, là, qui me sèche, là. Allez, qu'il en finisse, là. Et puis l'autre, là, qui est en face, là, qui est à 2 mètres, il te dit, mais tu ne crois pas que ça serait un petit peu simple aussi? D'accord, il peut te crever, bien sûr. Mais tu n'es pas seul ici. Tu n'es pas seul. Par exemple, tu as ta mère. Comment elle le vivrait si tu étais mort? Et tu te poses une question, tu te dis, mais pourquoi il me dit ça, lui? Pourquoi il ne me laisse pas crever? Et tu penses à ta mère et tu dis, mais c'est vrai que ta mère, en fin de compte, ta mère, elle a une vie de merde, quoi. Un type qui la respectait pas, qui la cocufiait, qui la voyait à peine. Une enfance de merde. Ta mère, c'est tout. Par contre, elle te regarde dormir, elle te soigne, elle te met des suppositoires, elle te donne du sirop. Ta mère, elle t'embrasse. Et là, toi, tu vas mourir, mais elle ne va pas s'en remettre. Et là, tu te dis, mais ce type, il n'a pas le droit. Toi, il t'a sali, mais il ne va pas tuer ta mère. Parce que ça, c'est sûr que ta mère, elle ne s'en remettra pas, quoi. Elle va mourir. Et là, il n'a pas le droit. Alors d'un coup, l'autre, il va te donner des ordres très calmes. Quand tu sens que le plaisir monte en lui, quand il a pris son plaisir, il l'a relâché. Il a tout relâché. Là. Ça dure quoi? 2-3 secondes. Et l'autre te dit, vas-y, pousse-le. T'as 12 ans, t'es un petit squelette. T'as pas de muscle, t'as rien. Tu sais pas te battre encore. Après, t'apprends. Et là, tu ne sais pas te battre. T'as envie de lui arracher la gueule, t'as envie de lui arracher les yeux, t'as envie de lui faire mal, t'as envie de le mordre, t'as envie de lui bouffer sa chair, là, l'arracher la joue. Tu sais que tu pourrais le faire. Mais ça va durer quoi? 2 secondes? C'est sûr que tu vas lui faire mal. Et après, il va t'en mettre une et là, il va complètement te sécher. Non. Alors, ce que tu fais, tu ne réfléchis pas là. Tu donnes un bon coup d'épaule. Là. Et là, il tombe par terre. Pourquoi il tombe par terre? Parce qu'il a son froc. Il a son froc sur les pieds. Il est en déséquilibre et là, il tombe. Tu ramasses tes affaires en vitesse et tu cours vers la porte. Beaucoup plus tard, quelques années après, tu réfléchiras qu'en fin de compte, tu as vu que la serrure, elle était montée à l'envers. Alors, tu l'ouvres et tu cours. Tu cours, tu as du sang, tu as son sperme sur tes cuisses. Tu cours. Tu cours et tu cours dans la forêt. Tu essayes de retrouver tes petits camarades de classe avec qui tu étais parti pour une balade en forêt, au Vaud-de-Cernay. Tu as mal aux pieds, tu as paumé tes chaussures. La forêt, ça pue. Les feuilles croupies, l'eau. Tu cours et tu revois 2 petits copains, toi. Quelque part, là, tu sais que tu es sauvé. Parce qu'il ne peut pas tuer 3 personnes. Et là, tu cours. Et là, tu te rends compte que tous les films que tu as vus où la personne est poursuivie, quand elle s'arrête pour regarder derrière, tu dis que c'est bidon. Parce qu'une personne qui est vraiment poursuivie, elle ne s'arrête pas pour regarder derrière. Non, elle court. Quand tu sais que tu es poursuivi, tu ne vas pas te mettre à crier, parce que si tu cries, tu perds du souffle. Si tu perds du souffle, tu cours moins vite. Si tu cours moins vite, on te rattrape et donc tu meurs. Donc tu gardes ton souffle et tu ne cries pas. Tu cries dans ta tête, mais tu ne cries pas avec ta bouche. Et tes 2 petits copains te regardent, ils voient ta tronche, ils voient du sang.
Et là, tu commences à mentir. Tu leur dis que tu es tombé. Ils appellent le prof, et le prof arrive, le prof de français, un petit barbu, qui perd ses cheveux. C'est pas que tu l'aimais spécialement, ou que tu l'aimais pas, de toute façon, tu ne foutais rien. Donc, le problème ne se posait pas. Et ce prof, tout d'un coup, il te prend dans les bras, il te dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens, il te met à l'écart, il te met derrière un arbre, il dit « Mais raconte-moi, vas-y, raconte-moi, bonhomme. » Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu lui dis tout, simplement, avec une promesse. Il ne faudrait pas que ta mère le sache. Donc tu lui dis, s'il vous plaît, jamais, ne lui dites jamais. Et ce prof, il t'écoute. Et c'est un prof de français dans une école catholique. Tu dis que sans doute son plus gros mot, ça a été zut, peut-être un flûte, encore moins un mince. Et là, tout à coup, ce prof de français te dit, mais quel fumier, je vais lui casser la gueule à ce fumier, à cette ordure, à ce connard, quelle ordure. Waouh, il parle comme ça. Ça fait bizarre. Alors il te ramène vers les autres, il pleure. D'ailleurs, tu crois même qu'il pleure encore plus que toi. Il y a les autres profs qui arrivent. On te donne des vêtements secs. Ils ne savent pas s'ils doivent appeler la police ou pas. Tes petits copains te posent des questions. Tu dis rien, tu mens. Tu rentres chez toi avec le prof qui dit à ta mère que tu es tombé dans l'eau, les vêtements sont déchirés, que tu t'es fait mal au genou. Il te regarde. Puis comme c'est le mois de juin, tu sais de toute façon que c'est sûr et certain que tu ne passeras pas en classe supérieure. Le jour de la décision, on te dit que non, tu ne vas pas redoubler, parce qu'on décèle chez toi des capacités non encore développées, que tu peux passer, parce qu'en fin de compte, oui, tu n'es pas mauvais en français, tu fais un peu de théâtre, l'histoire ça t'intéresse, mais tu sais que c'est pas vrai, quoi. Mais tu joues le jeu, quoi. Tu sais que tu dois mentir tout le temps. Et tes petits copains qui te posent des questions, qu'est-ce qui t'est vraiment passé, quoi? Là, tu deviens méchant, là, tu deviens hargneux. Tu n'as pas besoin de faire Bogart, là. Là, tu pousses, là, tu cognes. Là, tu apprends à te battre. Et là, tu donnes des coups. Et à chaque fois que tu y penses, tout le temps tu y penses. Le problème, il est là, c'est que tu y penses tout le temps. Et à chaque fois que tu fais l'amour, sauf très rares occasions, tu y penses. Tu penses à mourir au lieu de baiser. Tu penses à mourir au lieu d'aimer. Quasiment tout le temps. Les putes dans les années 70, c'était quoi? Ah, là, on parle argent. On parle pas sida, il n'y avait pas le sida à l'époque. Tu repères une fille, tu as 18 ans, tu veux la salir. Tu veux pas la baiser, tu veux pas l'aimer, non, tu veux la salir. Tu es venu pour la salir. On t'a sali, tu vas te venger, là. Ça, c'est de la vengeance, ça. C'est de la vengeance à rebond, là. C'est de la vengeance trampoline. Tu la regardes, tu as ton petit costume, parce que tu vends tes petites lunettes. Hein, ton petit costume dans la rue de Budapest, là, derrière la gare Saint-Lazare. Un bon père de famille, là, il se ferait égorger, il se ferait braquer, il se ferait taper la gueule. Toi, tu risques rien. Pourquoi? Parce que même si tu n'as que 18 ans, on voit très bien que tu n'es pas bien, on voit très bien que tu es malsain, on voit très bien que tu cherches les coups, que les coups, tu les as pris dans la gueule. On dit non, ce type est taré, ce type est taré. Il cherche une pute, c'est tout. À la limite, il cherche l'ennui, il cherche l'embrouille. Laisse-le faire sa vie, il est aussi taré que les autres. Tu la regardes, elle te plaît, tu la regardes, tu dis bonjour, tu lui dis bonjour, tu parles tarif. Pour 100 balles, tu as une pute moyenne, 150, une très belle, tu t'en fous. 100 balles, ça suffit, de toute façon. Très belle, qu'est-ce que tu en as à foutre? Juste le fait de lui parler, là, ça te permet de jouir, quoi. C'est toi que je vais salir, tu lui dis pas. Alors tu montes, tu la suis. Dans les immeubles sordides, qui puent la crasse, qui puent la pisse, qui puent le sperme, qui puent la merde. Il y a toujours un videur dans les couloirs à pute. Il y en a toujours un type comme ça qui grille cigarette sur cigarette en lisant des bouquins policiers, des SAS. Il te regarde. Il est toujours là parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours un client qui peut péter un câble ou ne pas avoir d'argent. La fille peut le prévenir. Il te regarde, ça va durer quoi? 2-3 secondes. De toute façon, il voit très bien que de toutes les manières, il n'y aura pas de souci avec toi. Il te regarde et tu rentres dans une pièce. C'est un salon d'abattage. C'est pas une maison close, mais bon, c'est pareil, c'est de l'abattage. Tu regardes des autres filles qui sont venues avec leurs clients. Les hommes ne se regardent pas dans les yeux quand ils vont baiser avec les putes. Jamais. Ils regardent leur pompe. On ne sait jamais. Hein, si par hasard on tombait sur un voisin ou un membre de la famille, ou son père, ça serait gênant, là. Hein. Ça serait gênant. Hein. Moi, ça m'aurait amusé, tiens. On se regarde, et puis moi, je regardais les filles. Tu dis, tiens, elle est pas mal, celle-là. C'est con, hein. Pourquoi je ne l'ai pas vue avant? Ah, ben celle-là, je la connais, je baise avec elle, quoi.
Et après, c'est ton tour, derrière un rideau, la fille te fait ta toilette, très professionnelle, elle te dit que t'es jeune, puis elle dit que t'es belle. T'es belle, hein, ouais. 100 balles, c'est pas cher, hein. Tu vaux plus. Là, tu la salis. Tu vaux plus. Bien sûr qu'elle vaut plus. Après, elle te pose toujours cette question, ça a été? Ouais. Tu te rhabilles, te demandes à nouveau ton prénom, elle l'a oublié, tu lui demandes le sien, t'en as rien à foutre. Tu redescends la rue de Budapest, là tu marches beaucoup plus vite, t'as baisé, c'est bon, t'as ce que tu voulais. Tu reprends ton petit train de banlieue, voilà, tu retrouves tes 18 ans, ta petite gueule d'ange, tu regardes les gens dans le train, t'as l'avenir devant toi comme ça. Hein. Ah, ils savent pas ce que c'est que la merde, toi tu sais, hein. Depuis l'âge de 12 ans tu sais, tu les regardes, puis tu repères dans le wagon une fille qui a à peu près ton âge, peut-être un peu plus jeune, qui te sourit. Tu souris. Tu as envie de la salir, elle aussi. Mais elle, c'est chiant parce qu'il va falloir l'inviter à bouffer, lui raconter des conneries, lui offrir des fleurs. Même si tu as envie quand même de la détruire. Non, ça vaut pas le coup. Avec une pute, ça va plus vite. Mais quelque part, tu ne peux pas t'en empêcher de la regarder. Tu ne peux pas t'empêcher de vouloir la détruire comme les autres. Alors tu lui souris. Tu as plein d'avenir, hein. Tu as des projets, hein. Ouais. Tu lui souris, tu essayes de lui plaire. En fin de compte, tu lui souris, mais tu te vomis, tu te dégueules à l'intérieur. Des fois, j'aimerais bien avoir le sourire et le langage des inconscients, vous savez, et me parler comme ça, comme si j'avais plus rien à perdre. Un petit peu comme quand on roule sur l'autoroute la nuit, hein, en voiture. Hein. On s'en fout, on chante comme ça à tue-tête, ou même dans sa salle de bain. On prend une douche comme ça, et on chante. On se dit, qu'est-ce qu'on chante bien comme ça? Puis on chante à tue-tête, hein. On s'en fout des voisins. Même à la limite, on se dit peut-être qu'à côté, là, il y a peut-être un producteur, et peut-être que le type, s'il m'entend chanter comme ça, hein, il va me signer comme ça, je vais devenir célèbre, et on continue comme ça. Des fois, j'aimerais bien avoir cette inconscience comme ça. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, que tous ces souvenirs, les foutre dans une armoire comme ça. Foutre dans une armoire, et puis c'est des tiroirs qu'on ouvre, bam, bam, qu'on ouvre et qu'on ferme comme ça. Et qu'on les faire danser, moi, c'est ça, en fin de compte. C'est ça, j'aimerais bien les faire danser comme une valse, mais une valse des hyènes là, qui me colle à la peau. Là. Oui, c'est ça, une valse des hyènes. Allez, je les fais danser. Allez, musique! Musique! On danse! Allez, on met tous ces souvenirs et on danse. Allez, on danse ensemble. Vas-y. Ah! Allez, on danse. On prend les repas de famille. Ah, les repas de famille, c'est merveilleux, hein. On ouvre la porte, on se sourit. On se dit, mais t'as pas changé. Et on se fait la bise. On se fait la bise alors qu'on se déteste, alors qu'en fin de compte, on se saurait. On aimerait bien se foutre une baffe, hein. Ça serait plus couillu, ça serait plus courageux. Si on se disait, mais pourquoi tu te barres? Pourquoi tu te barres? Pourquoi tu m'as jamais aimé? Et puis on regarde son père et on a envie de lui dire, mais papa, tu te rappelles à 12 ans ce que tu m'as dit? Toi, je te voulais pas. Tu te rappelles de ça? Eh ben, je te le ferai baver. Et je te jure que 50 ans après, je te le ferai encore payer. Hein. Mais non, là, c'est l'avenir. Là, on se sourit, puis on mange le radis. Hein. On balaye tout ça. Allez, on balaye tout ça. Hein. On balaye les repas. On balaye les repas chez les gitans, avec le chien qui arrive, avec les traces de coups, hein, les poubelles éventrées, les ventes faméliques. On oublie Sarah. Sarah avec le premier baiser, derrière le lavoir, là. Ah, pas celui avec les trucs, avec le vrai lavoir. On se regarde. On se trouve, bon, elle est plus grande que moi. Merde! Merde, ça va être difficile pour l'embrasser. Mais elle me plaît. Elle me plaît. Je sais ce que c'est que la pourriture maintenant, je le sais. Mais elle me plaît. Je vais l'embrasser. Comme dans les films, après tout. C'est pas grave. J'ai grillé une case, mais c'est pas grave, j'embrasse. Ah, mais c'est dégueulasse! T'as bien, elle a mis la langue en plus. Ah, puis c'est baveux. Puis ça a un goût de tabac froid. Parce qu'elle fume. Elle fume et c'est un goût de... Mais quand même, bon, on va regoûter. Parce que je connais pas la marque du tabac. Donc, et puis c'est pas si mauvais que ça. Puis ça fait chier ceux qui nous regardent. Parce que toi, tu es une gitane et moi, je suis un gadjo. Ça fait chier les autres. Allez, viens. Allez, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre, mais tu me fais rien comprendre. Hein, tu me fais rien comprendre parce que personne ne me fait comprendre. Mais fais-moi comprendre quand même. Essaye, ça servira à rien, tout ça. Et on fait valser tout ça. Et pendant tout ce temps, on fait valser tout ça. Et un jour, on se retrouve devant un petit bout comme ça. 3 à 4 ans comme ça. Et qui vous regarde comme ça. Et qui dit, ça va Manu? Et tu dis, ouais, ça va. Tu sais pourquoi ça va? Parce que je te regarde. Et je vais te faire une promesse, Lou, Tu vois ces mains? Elles vont plus jamais salir un corps derrière un rideau pourri, un rideau crasseux. C'est fini ça. Je te jure que c'est fini. Alors danse ma fille. Allez, danse. Tu vois les murs là, on les pousse. On s'en fout. Les meubles, on les brûle. On les brûle et on les casse. Allez, danse. Tu sais que tu fais bien l'oiseau. Tiens, fais-moi une bise. Mais je m'en fous, tu manges du chocolat. Allez, fais-moi une bise. Allez, tiens, regarde. Avec tes lèvres, ça fera un petit cœur en chocolat sur la joue. Allez, vas-y. Tu sais que je t'aime. Tu sais que t'es la seule personne qui me dit je t'aime sans que je lui demande. Tu peux pas comprendre ça.
Oublie ça, allez, oublie ça. Oublie ça. Allez, danse, danse. Allez, danse. Danse sur le lit. Enlève pas tes chaussures, on s'en fout. Enlève pas tes chaussures. C'est moi qui prends la lessive. Allez, danse. Fais l'oiseau. Allez, fais l'oiseau, ma fille. Fais l'oiseau. Allez, fais l'oiseau avec papa. Allez, hop. Allez, chante. Allez, chante. Fais-moi oublier tout ça. Fais-moi oublier ça. Fais-moi oublier le sang, là. Fais-moi oublier les céphales pourris. Fais-moi oublier ça, putain. Fais-moi oublier ça. Danse, allez, danse. Allez, danse un peu. Non, j'ai rien. J'ai rien. C'est parce que j'ai froid. C'est parce que j'ai froid, putain. C'est parce que j'ai froid, loulou. Tu sais, quand on est vieux et qu'on bouffe trop de sucre, des fois on a des larmes dans les yeux. C'est comme les vieux chiens, tu sais. Les vieux chiens, il ne faut pas leur donner du sucre parce qu'après, ils ont du diabète. Mais tu vois, les vieux tout maigres, ben, c'est pareil. Voilà. Si tu leur donnes du sucre, ils ont des larmes aux yeux. Puis en même temps, j'ai froid, quoi. J'ai froid, ma puce, j'ai vraiment froid. Toi, tu te rends pas compte, toi, tu danses, de toute façon, t'es jeune. Tu sais, quand on est vieux, c'est qu'on va mourir et on a froid. Tu te rends pas compte, toi, t'es toute petite, forcément. T'as pas froid, t'es jamais froid, toi. Loulou, viens voir. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Ça serait bien qu'on fasse un petit feu de cheminée. Ça serait bien, ça, non? Tu pourrais me faire un petit feu de cheminée, ma puce? Ben, tu sais, il y a la pièce, là, dans le fond. Il y a des petites boules. Tu sais, on dirait c'est des petits morceaux de charbon, on dirait des petites balles de rugby. Bah, ce serait pas mal, tu m'en prends une petite dizaine. Et puis on fait le feu. D'accord? Attends. Lou, attends, tu cours là, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Viens voir ici. Faudrait que tu fasses attention quand même. Quand tu vas prendre les boules, là, prends uniquement celle du dessus. D'accord? Uniquement celle du dessus. Pourquoi Tu sais garder les secrets? C'est pas grave. Allez, vas-y, fais attention. Marteau. Attention. Allez, vas-y, ma puce, vas-y. Vas-y, je t'aime. T'as pas peur, hein? T'as pas peur quand même. Hein? T'as pas peur, hein? Je sais qu'elle a peur. Je sais que j'aurais pas dû lui dire tout ça. Et je sais pas comment dire. Il y a quelque chose en nous. On peut pas s'en empêcher d'être comme ça. C'est en nous, ça. T'as pas peur, hein? C'est en nous. On peut les applaudir bien fort. Vincent, Ludo à la régie, merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. On peut se retrouver tout à l'heure, je vais me changer, histoire de boire un petit coup, histoire de oublier tout ça. Merci, bon, voilà, c'était, voilà, il y a je remercie infiniment Franck et Sylvie qui m'ont vu, on se connaît depuis 15 ans au festival, et qui ont eu l'idée de faire justement la différence de ton, un spectacle qui n'est pas du tout biographique, et l'autre qui l'est complètement. Voilà, c'est très courageux. Donc je dois 2 séances à mon psy. Non, je vais en éviter une. Voilà. Continuez à avoir des spectacles vivants. On sera sur le Festival d'Avignon avec 2 créations cette année. On en fait 4. Un spectacle sur la guerre d'Algérie. Il y aura 2 créations, un tout nouveau solo, un spectacle sur la pauvreté, un truc très acide, très dur, mais très marrant aussi. Mais bon, horriblement d'actualité, le 4e, je ne sais pas encore. Voilà. Sinon, vous avez vu 2 facettes, et il y a aussi une autre facette, c'est un côté un peu commercial, mais c'est vrai que les gens disent « Ah, mais c'est bien, on devrait avoir le texte de ce spectacle, etc. » Bon, ouais, c'est vrai qu'Avignon, je crois que je vends le texte, etc. Non, mais j'ai fait un petit bouquin, voilà, j'ai fait un petit bouquin de nouvelles. Alors, c'est tout à fait autre chose, ce qu'on trouve ici au bar, des petites nouvelles gore, policières, trash,
qui retrouve en fin de compte les deux univers du premier spectacle de celui-là, voilà, qui est en vente à 5 euros. En plus, à la FNAC, il est à 10 euros, et ici à 5, voilà. Et en plus de ça, à la FNAC, on ne le trouve pas parce qu'ils n'en ont pas voulu. Et c'est un peu pour désamorcer. Voilà, donc il est là, n'hésitez pas. Voilà, il va vraiment. Alors c'est de l'argent qui part à une association, je le dis, parce que c'est mon asso, parce que souvent on dit oh il y a une magouille, non, ça y va vraiment. Et c'est la mienne. Il faut que je m'achète des chaussures. Et je plaisante. Et voilà. Donc et puis vraiment merci infiniment d'être venu à cette soirée, d'avoir déserté la télé, continuer à avoir des spectacles vivants, peu importe le lieu. Je crois que c'est la seule manière de dire à des gens qui méprisent le spectacle vivant et qui nous imposent automatiquement Koh-Lanta, tourner manège où on ne demande qu'à en rire, c'est la meilleure manière de résister contre ça, c'est tout simplement assister à un spectacle vivant dans une salle qui sait respecter aussi bien le public que les comédiens. Merci de votre présence et à très bientôt, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup.